part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Ça m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, tu vois, j'étais fou. Alors mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Bassong aka Baby Bass et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci aka Ricky Friandise et de Quentin Westberg aka Q l'américain. Ballon Main Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire, l'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps. BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, on est là, ça bouge pas. On est excités, prêts. Friandise, c'est comment? Comment ça va, frérot? J'ai vu là, il n'y avait pas de haricots magiques, il n'y a pas de bonbons. Donc, est-ce que tu vas bien sans haricots Non, ça va magiques? très bien, ça va très bien. Aujourd'hui, c'est petit café tranquille. Au Retour calme. en cellule. Retour en cellule, ouais. Comme ça, je suis vraiment. Là, je voulais être au calme aujourd'hui. Je voulais être au calme parce que je sais qu'on va bien discuter aujourd'hui. Donc, tranquille, j'ai mon petit café, tout ce qu'il faut. Non, mais ça va très bien, nickel. Comme d'hab, dans la routine. Il n'y a rien qui bouge pour moi dans le sens Versailles, médias, télé. Tranquille, ça va. L'hiver, ça commence à bien cailler chez nous là. Je sais pas vous, mais à Rambouillet, là, faut être Rambouillet, là, ça commence à geler carrément. Donc voilà, hein, tout suit son cours, hein. On rentre dans l'hiver, tranquille, ça va. ATL. Moi, je peux pas me plaindre de l'hiver. Hein. Je vous cache pas, c'est l'hiver le plus doux que j'ai jamais connu. Hein. Les petits vont encore en short hoodie à l'école. C'est fort. Les journées à 17-20 degrés où tu restes dehors, l'herbe est jaune, mais pourtant il fait beau. Franchement, c'est assez ouf. C'est cool. En période, Sur les réseaux sociaux, comment il est béflant? Il écrit Ah, en de ouf. story. De ouf. Moi, tu sais, il n'y a pas de matériel qui tienne, il y a pas de. Moi, c'est le climat, la femme. Non, mais alors, par contre, ouais, traîner dehors à 5-6 heures du soir en un 3-4 décembre, c'est fort et c'est appréciable. On apprécie les petites choses parce que off-season MLS, parce que toujours le petit lot d'incertitude, même si ça se précise, mais c'est toujours. Tu découvres certains, tu sais, le côté hors terrain, c'est le mouvement, donc c'est les bons et les moins bons côtés, mais voilà, toujours dans la gratitude de faire ce que j'aime et d'avoir la possibilité de continuer. Et donc, on va vraiment pas se plaindre. Ok. Toi? London? Non, London comme toi, hein. Franchement, le temps londonien, le temps parisien, il est un peu similaire, t'as capté. Et il fait froid. Ça tape encore plus les articulations de vieux. Tu sais très bien, tu vois. C'est ça. Ça grince, hein. Encore plus qu'au soleil. Donc, c'est pas un truc à prendre à la légère. Et non, à part ça, non, tu sais, c'est grosse semaine de Première Ligue. Donc, beaucoup d'activités. Quand tu es en semaine de Première Ligue, ça bouge, ça monte, ça descend. En plus, là, on s'approche du Boxing Day, là. On s'approche du Boxing Day. Donc, tu vois, il y a des matchs. Là, ils vont commencer réellement. Ils se plaignent beaucoup de beaucoup jouer. Là, ils vont vraiment enchaîner. Et voilà, c'est une bonne. Moi, je trouve que c'est une bonne période. C'est là où on teste beaucoup les joueurs. Il commence à faire froid. Tu vois, toute la motivation du départ. Tu vois, quand Ouais. tu arrives, quand tu dis, Quentin, tu es super motivé et tout, on va attendre les premiers froids, les premiers mauvais résultats. Tu vois, c'est là où on va commencer un peu à tester un peu là où Ouais, de ils toute en façon, sont. novembre, décembre, c'est un révélateur un peu aussi, hein. C'est révélateur. Là, ils en sont dans la première partie, tu vois, le premier arrêt de la saison. À part ça, non, ça va comme toi, tu vois, on est là, on travaille, on organise des choses. Il y a la CAN qui arrive, il y a plein de choses, tu vois, qui se mettent en place. Ouais. Même si pour la CAN, ça prend énormément de temps. Parce que je ne vais pas te mentir, ça me rend ouf. Parce que je ne sais pas pourquoi on est obligé de se donner dans le stéréotype. C'est pas carré. Et ça me rend ouf. C'est vraiment pas. Non, mais c'est vraiment pas carré. Alors que c'est un événement extraordinaire. Et la Côte d'Ivoire, ils essayent de faire vraiment un truc bien, tu vois, pour essayer de concurrencer la dernière CAN au Cameroun. Mais bon, on va rester tranquille. Et
Donc non, c'est à ce niveau-là, tu vois, on est un peu dans l'expectative, ce qu'on va faire, avec qui on va travailler, comment. Mais non, sinon, à part ça, ça va, hein. Et sans plus attendre, non, comme tu as dit, Ricky, on a un invité aujourd'hui, parce que vous savez très bien, on aime la qualité. PMC, on aime la qualité. Vous dites qu'on bavarde beaucoup, on est loquace. Tu vois, nous, on bavarde beaucoup. On a amené quelqu'un qui aime bavarder. Quelqu'un qui aime bavarder, qui aime très bien, qui aime beaucoup et bien bavarder. On va vous le présenter pour ceux qui ne le connaissent pas, mais si vous êtes des fervents fans de football, des fervents fans du QI football, de tout ce qui est valeur intrinsèque, et vous pouvez juger Et du PSG. voilà, et vous pouvez juger à ces maillots derrière, parce Voilà. qu'à ces maillots derrière, tu vois que c'est un connaisseur, c'est un fin connaisseur, c'est quelqu'un, c'est limite, tu sais, c'est comme un antiquaire, il a des trucs de qualité. L'antiquaire, il va pas vendre, tu vois, c'est quelqu'un qui connaît. Donc, sans plus attendre, monsieur, il est passé à CNews il y a pas longtemps, donc on va pas écouter son blaze, tu vois, parce que nous, on est des, on a le Yacine Amened, messieurs, beaucoup. Bonjour à tous. Yacine, c'est comment? Ça va ou quoi? Ouais, ça va bien, ça va bien. Bah, déjà, merci pour l'invitation, hein, ça fait plaisir. Oh, t'es fou, Et puis, c'est je, nous je- qui te je vais remercions. essayer d'être à la hauteur des compliments de présentation, parce que là, on est parti sur des bases élevées, là. Alors, on a basé, enfin, Seb a basé ses compliments par rapport à ton level, donc rien à prouver, tu rien à montrer. En tout cas, merci à toi de nous honorer de ta présence. Et en plus, on est obligé de. Non, parce que, attends, nous, on est des enfants bien élevés. D'accord? Déjà, tu es notre aîné en âge. D'accord? Donc, on a ce respect, on a le droit d'aînesse. Et quand même, chroniqueur, auteur, éducateur, père de famille. Il y a beaucoup de casquettes dans la vie de Yacine, d'accord? Et des casquettes où tu les représentes, pour moi, valablement et avec fierté. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te demander ma première question. C'est qui Yacine? Bah, Yacine, c'est quelqu'un qui a grandi déjà dans le 94, donc région parisienne, qui a joué jusqu'en CFA2, et puis qui est éducateur depuis 20 ans, qui a entraîné Choisy-le-Roi, Lusitano Saint-Maur, qui a passé 4 ans à Yvon-Tonon-Gaillard. Quel club en CFA2, excuse-moi? J'ai joué à Chantilly. Chantilly, ok. Ouais, Ouais. bien, ok. Ok. Et puis qui a eu 2 enfants qui sont grands maintenant. Parce que bientôt, enfin ma fille elle a 18 ans, mon fils il va avoir 17 ans bientôt. Ok. Voilà, qui est parti donc un peu en Haute-Savoie, voir comment ça se passait, et qui est revenu sur la région parisienne. Voilà, qui était à Chartres aussi, en Ouais, 2018-2019. en effet. Voilà. Voilà, c'est quelqu'un qui aime le foot, qui aime pas forcément ce qu'il y a autour du foot, mais qui aime le foot, le football, le vrai, quoi, le terrain, le jeu, la vie en collectivité quand ça se passe bien, évidemment. Et puis voilà, parler de football parce que malgré tout, c'est ce que j'aime, même si ça n'a pas été mon métier, entre guillemets, comme vous, par exemple. Mais voilà, j'aime ça, j'aime parler de foot, j'aime échanger. J'aime aussi échanger parce que je pense que c'est comme ça qu'on se construit, c'est pas en ayant des convictions, oui, mais des certitudes, non, parce qu'à un moment donné, on se trompe. Et quand on échange avec des gens qui ont de la qualité, qui ont des compétences, qui ont une vision, voilà, ça permet aussi de se remettre en question, d'évoluer, de voir les choses différemment. On a chacun notre parcours. Et il faut essayer de se servir un peu de tout ça pour grandir, même si aujourd'hui, moi, j'ai 47 ans, j'ai un peu plus de vécu que vous déjà et que certaines personnes. Mais même à 47 ans, on apprend toujours de tout le monde, en fait, des jeunes, des anciens, des gens de notre génération, des gens du foot et des gens hors du foot aussi. Donc voilà. Ah, franchement, déjà, tu vois, c'est pour ça qu'on était obligé de te faire ton Atalakou, te jeter les fleurs de la base. Tu vois, t'es là, il a jeté un silence calme. On est là, on est en mode, et je le dis aujourd'hui, on va être en mode discussion, tu vois, et on a plein de choses à te demander, enfin, plein de sujets dont on veut discuter, parce que il y a des fois, on peut faire un mode, on pose des questions, Mm. etc. Moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse rentrer dans un mode vraiment d'échange, comme tu as dit, et tu l'as bien dit, des discussions. Parce que Mm. comme tu l'as dit, c'est au travers des échanges. Je pense que des fois, on peut avoir des prises de conscience et, tu vois, des, voilà, des petits détails qui vont faire, un petit détail plus un petit détail va faire que ta pensée aujourd'hui, elle va arriver, tu vas regarder les choses d'un angle différent. Exactement. Donc, c'est un échange vraiment que. D'abord, dis-nous, parce que ça m'intéresse.
Les maillots derrière. Ouais. Les maillots derrière. On va commencer. Tu vas prendre nous, supporters parisiens. Donc, on va se faire un peu plaisir. Ça te rappelle quoi? Pourquoi ils sont chers à ton cœur comme ça? Et c'est quoi les souvenirs? Qu'est-ce que tu y attaches en fait? C'est quoi, tu vois, l'attachement que tu as à ce type de maillot-là et ce qu'il Ouais. représente? Alors, bah, déjà les couleurs, parce que c'est les couleurs historiques du PSG. Il y a pas de trucs bariolés, jaune, rose, et cetera. C'est les vraies couleurs. Celui-là, là, le rouge et bleu, c'est un vrai maillot de la Coupe de France. C'est celui de Vincent Guérin, Ok. 1993. L'autre, c'est un ancien maillot, donc époque 84-85, Canal plus RTL. Et celui-là, c'est la dernière saison de Safet Suzik. Ouais. Voilà, parce que Safet Suzik. Pour toi, c'est le plus Voilà, gros et joueur du qu'est-ce qu'il PSG évoque? pour toi? De quoi? Suzic. Ouais. Pour toi, c'est le plus gros joueur du PSG? Pour moi, ouais, mais après, moi, c'est ma jeunesse aussi. Donc, je suis lucide sur le fait qu'il représente quelque chose pour moi parce que j'avais 10, 15 ans, 17 ans. Et que voilà, mais pour moi, oui, parce que déjà, la longévité au PSG, elle est énorme. Ouais. Le joueur qu'il était, voilà, moi, c'est un des premiers joueurs qui m'a fait vraiment rêver, plus numéro 10, etc. Le style, les chaussettes baissées à l'époque, parce qu'il n'y avait pas obligation de porter des protèges tibias. Ouais. Voilà, ça représente le PSG, les premiers titres, Coupe de France, 82, 83. Voilà, c'est ma jeunesse aussi. Et comme tu disais tout à l'heure, qu'est-ce que ça représente? Bah, déjà, ça représente les vraies couleurs du PSG. Mais ça représente aussi ma jeunesse, quoi. Quand j'ai commencé à aimer le foot, quand j'ai commencé à aimer le PSG, quand on allait au parc et qu'on était 6000 dans le parc, il n'y avait pas 50 000 personnes, il n'y avait pas de touristes. On était 6000 et on avait de la place pour se balader dans le parc. Voilà, ça représente tout ça. Et moi, j'y attache de l'importance parce que même si le club a grandi aujourd'hui, l'histoire d'un club, elle commence toujours quelque part. Et cette histoire-là, il ne faut jamais l'oublier, même si après, tu franchis des paliers, tu franchis des caps. Malgré tout, cette histoire-là, elle est importante. Les premiers titres, même avant, hein, déjà. Mais bon, là, par contre, je n'étais pas né. Mais voilà, les premiers titres, le club, comment il se structure, les gens qui sont passés par là. On peut penser au président Borelli. Voilà. C'est des gens qui ont marqué l'histoire de ce club, qui ont fait que, je rappelle quand même que quand le PSG naît, il n'y a pas de grand club à Paris, il n'y a plus de grand club à Paris. Donc on est C'est quand une même là. tentative avec le Matra Racing et tout ça, mais ça n'a pas marché, quoi. Voilà, mais le Matra Racing, ils viennent après le PSG. Mais le PSG, en fait, quand il redémarre, il y a le PFC qui est en Ligue 1, Ligue 2, enfin D1, D2 à l'époque, mais qui végète. Et en fait, bah, on est quand même la capitale de la France et il n'y a pas de club au haut niveau. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Et moi, je pense que c'est important. Mais Et voilà. est-ce que c'est pas ce qui t'a fait aimer le foot finalement, un petit peu comme j'imagine que vous, les gars, c'est notre génération. Nous, c'est Georges Weah, Valdo, Rai qui nous a fait nous lever de notre canapé, qui étaient nos premières expériences de stade en vrai, finalement, au parc. Est-ce que ça fait de soucis, ça représente pas ça pour toi? Et surtout, est-ce que c'est pas ça qui t'a fait aimer le foot? Parce que on peut pas dire maintenant, juste au détour de ce que les gens savent de toi au travers de tes écritures, au travers de tous les débats auxquels tu participes, au travers des discussions même plus privées que tu peux avoir, ça t'a fait aimer le foot, mais t'es pas resté un simple supporter. Tu t'es spécialisé dans le foot, tu as cherché à comprendre au-delà du simple supporterisme ou la simple légitimité de moi j'aime Paris depuis le début, c'est Paris qui m'a fait aimer le foot, mais Paris, ça t'a initié au foot. Ça t'a pas fait juste aimer le PSG, si? Non, non, ouais, c'est clair. C'est que c'est mon club. Voilà, je supporte ce club depuis toujours, etc. Mais bien sûr que c'est ça qui m'a fait aimer le foot. Les joueurs qui sont passés par là, parce que même si le PSG a eu des saisons compliquées, il y a toujours eu des vrais grands beaux joueurs de football au PSG. Voilà, et effectivement, au fur et à mesure après, tu essayes de comprendre pourquoi, tu essayes de comprendre le jeu. Voilà, je suis pas juste resté, comme tu le dis, à suivre le PSG, à aller dans les tribunes, etc. J'ai voulu comprendre, et puis après, je jouais aussi en même temps. Et moi, ce qui m'intéressait toujours, c'est de comprendre. Alors, pas comprendre dans le sens, faut absolument tout le temps une explication, parce que je suis pas de ceux qui, faut pas tout le temps une explication. Mais j'aime bien comprendre quand même dans le sens où on va, ce qu'on veut mettre en place, pourquoi, est-ce que ça correspond à ce qu'on est, à ce qu'on veut. Voilà, moi j'ai toujours considéré qu'une équipe, en fait, c'était pas juste un coach qui vient et qui dit voilà les gars, faut jouer comme ça. Voilà, une équipe, c'est composée de personnalités. Si déjà tu vas pas dans le sens des joueurs que tu as, bah déjà il y a un problème, entre guillemets, tu vois. Si tu peux toujours essayer d'amener un joueur vers toi, mais malgré tout, entre guillemets, si tu as un coach
qui aime le combat, tu vois, on va pas citer de nom, mais qui aime les duels. On Un peut, hein, premier pas de problème. premier On peut, hein, on pourrait, euh, hein. On Il y peut en a plein, il y en a plein. ah, c'est très bien quand je dis Ouais, ça. ouais, ouais, je sais très très bien. Voilà, Je Pascal sais très très Duprat, bien. voilà. Non, mais voilà, quand t'aimes les duels, quand t'aimes parler de duels dans tes causeries et tout, bah, tu vois, je vais prendre l'exemple avec le PSG. Bah, c'est pas la peine de faire venir un joueur comme Pastore, par exemple. Tu vois, ça sert à rien. Il va s'ennuyer. Toi, à un moment donné, il va pas correspondre à ce que tu attends. Donc voilà, je considère que c'est aussi ça le foot. C'est essayer de construire quelque chose où on va aller ensemble. Après, encore une fois, hein, tu peux toujours amener un joueur à le faire, à évoluer dans sa réflexion, dans son jeu, etc. Mais voilà, c'est un peu tout ça. Et c'est quand on parle de Suzy Pastore, c'est aussi voilà, c'est le football que j'aime, quoi. Ouais, t'es un Harbi aussi au final, hein. Elle est t'es un c'est quand même un bon tu es un rebeu, vous aimez la semelle, ça me rappelle Smaïl, tu vois? Voilà, c'est aussi culturel, mais c'est aussi culturel. J'ai une question pour toi parce que, c'était pas prévu. En fonction de ce que tu viens de me dire, Ouais. parce que moi, on m'a fait la même réflexion il y a pas longtemps. Est-ce que tu penses que et pour rentrer un peu plus dans ce que tu fais, dans vraiment, pour moi, ce qui me parle énormément, je trouve que tu est-ce que tu penses que comment dire? Ton intellectualisation du football, Mm. d'accord? Ça a été un frein pour quelque chose, pour un sport qui, pour la majeure partie des gens, est un divertissement. Parce qu'aujourd'hui, quand je t'écoute parler, ça me parle parce que tu as parlé de type de personnalité, c'est mon travail et tout, tu vois? Donc comment faire matcher les choses? Mm. Aujourd'hui, moi, j'entends ça, tu vois? Mais pour un sport qui, pour la majeure partie des gens, ils vont le voir le week-end, ils ont galéré toute la semaine, c'est un divertissement, c'est de Mm. la consommation plus que, tu vois, de la conception, quoi. Est-ce que tu penses que c'est à ce niveau-là où tu peux te déranger, où tu es un peu différent? Ouais, je pense que ça dérange parce que, comme tu le dis, en fait, on aime bien, et surtout, on est en France, on aime bien les cases. Et en France, le football, c'est un sport de quartier, c'est un sport de joueurs bêtes, c'est des mecs qui tapent dans un ballon. Et donc, voilà. Sauf qu'ils ne se rendent pas compte de la réflexion qu'il y a dans le jeu, le travail qu'il y a, la compréhension du jeu, la compréhension de ses partenaires. Quand tu joues avec un latéral qui va à 2000 à l'heure ou quand tu joues avec un latéral qui est plus défensif, tu peux faire ce que tu as envie. Encore une fois, c'est pas de l'intelligence au sens pur, mais c'est de l'intelligence de jeu. C'est une réflexion sur le jeu. Et donc, cette adaptabilité ou cette adaptation que tu dois avoir, elle est importante. Et en fait, en France, on veut pas entendre ce débat. C'est-à-dire que en France, c'est 11 joueurs, ils vont sur le terrain. Et en gros, de toute façon, tu l'entends souvent. Moi, il y a un truc que je déteste par-dessus tout, par exemple, c'est quand j'entends les supporters dire mouiller le maillot. Non, mais les gars, mouiller le maillot, c'est dire quoi? Mais moi, je vais te sortir. Là, je vais dans la rue, je prends 11 mecs, ils vont le mouiller le maillot. Mais ils savent pas jouer au foot. Donc, mouiller le maillot, ça veut dire quoi? Ça veut dire courir partout, mettre des tacs, ça veut rien dire. Mm. Donc, c'est ça le truc. Et en France, on veut pas, entre guillemets, intellectualiser ça. On veut toujours réduire le footballeur à un état d'esprit, au combat. Voilà, et c'est ce qui manque. Et tu vois, moi, j'ai beaucoup regardé d'émissions dans d'autres pays. Alors, je comprends pas parfaitement, mais je comprends certaines choses. Mais pour moi, la référence là-dedans, c'est l'Argentine. L'Argentine, c'est un vrai pays de débat football. Il y a 3 écoles pratiquement. Voilà, entre guillemets, il y a les Menotti, les billardistes et Bielsa un peu entre les deux. Il y a des vrais débats. On discute de jeu, on discute de quotient intellectuel football, entre guillemets, de tactique. On va plus loin dans le débat que simplement cette réflexion bête. Ouais, il n'a pas donné tout ce qu'il avait à donner, mais déjà, vous ne le savez pas, et ça ne veut rien dire, ça. Voilà. Ouais, c'est bien, c'est intéressant parce que c'est à peu près ce que j'ai vécu mais en Italie à l'époque. Mm, mm, Italie, ils avaient vraiment une idée du jeu très particulière. Ça veut mm, dire que même quand ils parlaient football, ils parlaient d'une manière vraiment raisonnée. Ils partaient au-delà des valeurs, comme tu dis, de dépassement de soi, de Grinta. maillot, mm. ouais, de grinta. Non, totalement, c'est ça. Et pour le coup, il y avait une vision du jeu qui était vraiment intéressante. Et là, comme tu disais, tu avais beaucoup d'approches différentes de jeu. Maintenant, ça commence à standardiser. Alors certes, il y a encore du football de qualité, hein, c'est pas Mm. ça le problème. Mais maintenant, j'ai l'impression que dans la masse, mais surtout en France, hein, comme tu l'as dit, on arrive, c'est pour ça, après on se plaint de la Ligue 1, des fois du niveau, on se plaint des scores ou de la qualité du spectacle. C'est que il y a une tendance dans la masse de trop vouloir banaliser un peu tout ça. Et en Mm. France, ça va, pour moi, hein, aujourd'hui, ça va un peu dans la mauvaise direction.
Alors, Hmm. tu as des coachs qui essayent hein, d'être novateurs dans des projets de jeu et tout ça, mais c'est très très compliqué. Hein. Et Parce en que, Italie, malheureusement, ça, ils l'ont perdu aussi un peu. Je sais pas si c'est parce que c'est le manque de joueurs formés. Maintenant, les joueurs, ils jouent plus dans la rue, ils ont plus cette hmm. créativité-là. Après, bon, c'est un autre débat encore, hein, mais en Italie, Mais on commence à il y a perdre aussi. deux, il y a deux choses intéressantes là-dedans. C'est que, euh, déjà sur le football de rue, moi j'étais parti au Brésil et en discutant avec des clubs et tout, en fait, je me suis rendu compte que il y avait moins de joueurs brésiliens créatifs, exceptionnels. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que pendant 10 ans, le Brésil a décidé de créer des académies payantes. Et donc, pour rentrer dans une académie, il fallait avoir de l'argent. Donc, ces joueurs de rue, on les prenait plus. Ouais. Et là, ils sont en train un peu de revenir parce qu'ils se sont rendus compte que, ouais, ok, c'est bien, tu as de l'argent, tu fais tourner ton académie, mais en fait, tes joueurs, tu t'en sors plus de joueurs. Ou tu sors des joueurs, comme tu dis, standardisés. La deuxième chose sur la Ligue 1, le problème, en fait, c'est un plus et un moins. Le plus, c'est que tu vends des joueurs parce que c'est ce que demandent les marchés étrangers. Mais, en fait, tu ne construis pas des joueurs intéressants collectivement. Voilà. Tu as des belles individualités parce que tu sais que tu vas les vendre et parce que de toute façon, tu cherches à les vendre pour créer. Des fortes individualités. Voilà. Parce que tu vas les vendre et que c'est ce que tu cherches pour équilibrer ton budget, etc. Ouais. Mais en fait, tu ne crées pas d'équipe, tu ne crées pas de collectif, tu ne crées pas de joueurs au sens collectif. Et ça, c'est un problème. Et en fait, comment arriver à gérer ça? Parce que moi, je continue de dire que en France, avec le potentiel qu'il y a, les infrastructures et la multiplicité de profils de joueurs, Ouais. mais moi, je redis, ok, l'équipe de France, machin, je la mets de côté. Mais normalement, les clubs, en travaillant juste bien, ils doivent marcher sur l'Europe sur les 10 prochaines années. Est-ce que, tu vois, la réflexion qu'on vient d'avoir là, ce dont on vient de discuter, est-ce que c'est une des raisons, parce que ta réflexion, elle a commencé il y a très longtemps, une des Hmm. raisons de ton premier ouvrage? Pourquoi Ouais. le foot? Est-ce que c'est une des raisons du premier ouvrage qui est pourquoi le foot français va dans le mur? Oui, parce qu'en fait, je me rappelle à cette époque, il y avait Thiriez qui était le président de la Ligue, Tu l'as et écrit il en, disait, excuse-moi, Yacine, pour ouais, mettre dans le contexte pour les gens qui ne connaissent pas forcément, tu l'as écrit en quelle année ce livre? 2015. 2015, ok. Ok. Et donc, Thiriez, il est président de la Ligue, et il met en place, soi-disant, un plan sur 5 ans, et il dit, on doit avoir 2 clubs vainqueurs de Coupe d'Europe, etc. Ok, bon, ça, déjà, je sais pas comment tu le décrètes, ça, mais bon. Ouais, ouais. Et en fait, en me rendant compte de ça, je me suis dit, mais ok, tu as le potentiel à la base pour avoir 2 clubs vainqueurs de Coupe d'Europe, il n'y a pas de problème. Mais puisque tes budgets de clubs, etc., sont basés sur les transferts que tu vas faire, en fait, tes joueurs, ils ne restent pas chez toi. Donc, dès qu'ils sont en train de progresser, de devenir bons, ils s'en vont. Donc, tu reprends les jeunes. Les jeunes, ils ne sont pas encore assez expérimentés, formés, finis pour être à ce niveau-là. Donc, en fait, tu fais que ça. Et à l'arrivée, je me suis dit, mais en fait, pourquoi on réfléchit comme ça? Pourquoi on ne se dit pas, ok, on va vendre, de toute façon, c'est l'économie du football, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on est obligé de vendre tous les ans? Est-ce qu'on est obligé de vendre tout le temps le meilleur? Et en plus, c'est de plus en plus jeune. C'est-à-dire qu'avant, les meilleurs, ils partaient à 23, 24. Après, ils partent à 20. Après, ils Ouais. partent à 17. Maintenant, il y en a, ils partent, ils n'ont même pas de match en pro. Ils sont déjà partis. Donc, c'est ça, en fait, la réflexion. C'est qu'est-ce que tu veux faire de ton football? Et ton football, il passe par tout ça. Ça veut dire que les jeunes, la Ligue 1, c'est un super tremplin pour un jeune, il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'il y ait plus que ça. Il ne faut pas juste que ce soit un tremplin. Et moi, je pense aussi, dernière chose là-dessus, c'est que même les joueurs, en fait, ils l'ont intégré. C'est-à-dire qu'un joueur, il ne s'inscrit plus sur la durée dans un club parce que le club sait qu'il prend un joueur pour le vendre. Le joueur, il l'a intégré. Donc, pour lui, c'est un tremplin. Donc, de toute façon, à la fin de l'année, il sait qu'il aura des contacts et qu'il pourra peut-être aller en Angleterre ou quoi. Donc, tu ne peux même pas t'inscrire sur un moyen terme, 3 ans, parce que tu sais que dans un an, si tu as déjà fait une bonne saison, tu vas déjà être sur la liste des transferts et tu vas partir. Ah, Parce que là, tu parles comme un puriste et on sent, tu vois, on sent que là, on est là, on est dans ton sujet, tu vois, et c'est un truc où là, on attaque par le foot pro pour descendre progressivement. Mais donc, du coup, qui parle foot pro, parle centre de formation. Avant même d'arriver au foot amateur, dont tu es, on va dire, expert, ou en tout cas, le monde dans lequel tu as baigné. Centre de formation aussi, du coup, tu l'as côtoyé à Evian, mais peu importe. Est-ce que, du coup, et c'est un sujet qu'on a souvent évoqué, nous, c'est à un moment donné, en centre de formation, t'es plus dans la formation de
de bonhomme, tu es dans la formation des 2-3 joueurs qui potentiellement vont exploser en pro rapidement et vont être ces valeurs marchandes. Du coup, dans la transmission, du coup, dans la valeur, du coup, dans la transmission de code et de culture, bah, en fait, t'appauvris les clubs. Ben, bien sûr. Parce que moi, j'ai toujours vu la formation, en fait. Peut-être que je me trompe, hein, mais moi, pour moi, la formation, c'est quoi? C'est, tu as un groupe à l'entrée de la formation, tu as 16-18 joueurs en U16. L'objectif de ça, c'est d'emmener chaque joueur vers le plus haut de ce que son potentiel, entre guillemets, même si j'avais vu votre émission RIP, on va éviter de parler de potentiel pour pas se faire taper dessus, mais Je te jure. le potentiel, Ouais, ce ouais. voilà, ce que ton potentiel peut t'amener le plus haut. C'est-à-dire qu'il y en a qui s'arrêteront en National 3, il y en a qui auront le niveau pour aller en Ligue 2, il y en a qui auront en Ligue 1, il y aura le niveau Ligue des Champions. Le problème, c'est que, comme tu dis, en France, comme on fait du business sur les jeunes et les transferts, bah, dès qu'on dit, tiens, ces deux-là, ils sont forts, on va miser sur eux. Les autres, ils vont accompagner, en fait. Ils sont là pour faire le nombre le week-end. Mais en fait, on s'en fout. Le mec qui joue 6, s'il n'est pas bon, tu le mettrais latéral droit, ce serait pareil. Moi, je ne vois pas le foot comme ça. C'est-à-dire que moi, je vois un groupe de 16. Et en plus, par expérience, si on prenait un peu le temps, des fois, tu as un mec en U16 qui est un peu à la limite. Et bizarrement, en U17, allez, à l'entrée des U18, il passe un peu devant tout le monde parce que chacun a son rythme de progression, chacun a une maturité plus ou moins tardive. Et puis, des fois, tu tombes sur un coach aussi, ça passe pas. Voilà, ça passe pas. Et puis, l'année prochaine, l'année d'après, quoi, tu passes sur un coach où ça passe. Et d'un coup, tu te révèles, tu joues mieux, tu es libéré, tu es plus en confiance, etc. Donc, c'est nous qui nous limitons nous-mêmes. Et moi, j'avais eu cette discussion parce qu'on, tu sais, c'est souvent la fin. On va commencer, tu vois, on va parler des stats. Il y a 2 joueurs par, euh, par année de formation qui sortent. En fait, ça, c'est une moyenne. Mais en fait, c'est devenu une norme. C'est-à-dire que si tu en sors 2, tu as fait le travail. Mais moi, en fait, moi, c'est pas ça mon but. Moi, si je suis coach des U16 avec 16 joueurs, mon but, c'est d'en emmener 16 en U17. Et puis le mec en emmener 16 en U18. Après, le club fera ses choix sur qui deviendra réellement professionnel, des besoins, etc. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on se limite à 2. Dès que j'ai fait 2, j'ai fait mon travail. Qu'est-ce qui m'interdit d'en former 6 ou 7 de très haut niveau? Bah rien. Donc les mecs, en fait, c'est aussi de la feignantise. C'est-à-dire 2, c'est la moyenne. Ok, là, j'ai 2 cracks. Vas-y, c'est parti, je vais miser sur eux. Tu l'as constaté ou tu le spécules comme ça? Ouais, mais qu'est-ce Non, qui justifie aussi? je le constate. Ouais. Au final, on est là, en fait, tu fais des constats. Moi, j'ai pas de problème avec les constats. Et je pense que si je suis un peu objectif, je vais faire les mêmes que toi. D'accord? Mais pour apporter une certaine plus-value à l'auditeur et à celui qui regarde, moi, j'aime aller dans le OK, on fait un constat. Maintenant, réfléchissons comme toi, tu aimes bien intellectualiser. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, on va se limiter à ça? La fainéantise de l'être humain, en général, cette complaisance dans le fait que tu accuses, j'aime pas, peut-être que c'est la France. En France, moi, je le dis, je vis en Angleterre, on n'aime pas trop se faire mal. D'accord? La culture de l'effort et du travail, et tu vois, ce truc de aller chercher plus haut. Mais aujourd'hui, toi, en tant qu'expert de ce domaine, comment tu vas justifier et quelles solutions tu apportes parce que faire des constats, c'est bien, mais moi, Ouais. je suis orienté solution. On fait comment? Alors, les solutions, alors déjà, il y a une partie de la solution, elle passe par le comportement. Ça veut dire que quand tu as un responsable technique, moi je suis éducateur U16, mon responsable, il peut pas juste venir me dire le lundi matin, tu as perdu 3-1. Je m'en fous de ça. Je sais que j'ai perdu 3-1. Mais est-ce que tu es venu voir le match? Est-ce qu'on peut discuter du match? Qu'est-ce qui s'est passé dans le match? Est-ce que mes joueurs ont été bons? Est-ce que ça correspond au principe de jeu qu'on essaye de développer? Est-ce que y a des joueurs qui progressent? Tu les as vus en septembre, on est au mois d'octobre. Tu viens les revoir. Est-ce que tu penses que c'est mieux? Est-ce que tu penses que là, on n'est pas dans la bonne direction? Est-ce que tu as remarqué des joueurs qui ont progressé? Maintenant, le mec qui vient et qui te dit t'as perdu 3-1, mais je vais faire quoi avec lui, moi? Donc en fait, le problème, c'est une première partie du problème qui fait partie de la solution. La solution, c'est que les directeurs techniques arrêtent de regarder que les résultats et viennent voir les matchs le week-end. Alors, tu vas en bouffer du match. Hein. Tu vas regarder 5, 6, 7 matchs de tes jeunes le samedi, dimanche, mais ça fait partie du job. Voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut travailler aussi sur les éducateurs. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de... ça rejoint ce que je dis en premier, mais il faut arrêter de faire croire à un éducateur qu'il est bon parce qu'il est 3e du championnat U17 national. La fameuse championnite. Exactement. L'éducateur, il est bon quand il fait progresser ses joueurs, quand il a peut-être même, tu sais, changé un joueur de poste parce qu'il se dit, tiens, il y a quelque chose, je pense qu'il serait mieux là.
changer un joueur de poste pour le faire progresser. C'est-à-dire que demain, ton attaquant, il commence à faire mal à la tête parce que il marque tous les buts et il se prend pour le meilleur. Bah, tu vas le faire descendre un peu au milieu, tu vas lui expliquer que le football, c'est pas que lui. Parce que s'il marque des buts, c'est parce que les autres derrière, ils font le taf. C'est des petits trucs. Mais pour ça, il faut avoir le temps, il faut prendre le temps, il faut avoir du recul. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui manque vraiment. Et ça, c'est dans le comportement. La dernière chose, c'est que je pense qu'il faut arrêter en fait avec les stats et les normes. Il n'y a pas de normes. Il n'y a pas de parce que tu as formé. On sort 2 joueurs par an, on est dans les clous, c'est bien. Non, on s'en fout. Peut-être qu'année prochaine, je vais en sortir qu'un. Mais qu'est-ce qui m'interdit d'en sortir 6? Mais pour ça, il faut que je travaille. Et il y a une chose, par exemple, moi que j'aime bien, qu'a mis en place l'Ajax sur tout ça, c'est le changement des éducateurs. Parce que moi, je pense que malgré tout, on est tous des êtres humains. Donc, l'éducateur, quand il commence à vivre un truc avec un groupe, bah, bouger le groupe, c'est compliqué. Et pourtant, bah, peut-être que moi, il y a un mec que je mets remplaçant. Si on change d'éducateur en cours de saison, ce joueur-là, il va être titulaire parce qu'il correspond peut-être plus à la vision du coach. Parce que voilà. Et le fait de le mettre titulaire, bah, il va se révéler. Donc, je pense qu'il y a plein de choses comme ça. Et la dernière chose qui rejoindra ce que je dis là, c'est qu'en fait, dans les clubs, il faut qu'on arrête de travailler chacun de notre côté. C'est-à-dire que l'éducateur U16, tu as l'impression qu'il est éducateur des U16, que U16, l'éducateur U17, machin. Ok, tout le monde a du travail, c'est du travail. Mais il doit y avoir des échanges, des passerelles. T'es éducateur d'un club. Et c'est pour ça, encore une fois, que l'idée de l'Ajax de changer de catégorie en cours de saison, je trouve ça intéressant parce que déjà, ça veut dire que tout le monde est capable de rester dans les principes que met en place l'Ajax. Mais en plus, bah en fait, tu es réellement éducateur du club. Tu vois, on viendra au foot amateur, mais parce que moi, aujourd'hui, je trouve qu'il y a par exemple des jeunes dans les clubs amateurs qui sont des joueurs de U11A, mais pas des joueurs de Cachan, Suresnes ou Montreuil. C'est des joueurs de U11A. Voilà, ils seraient dans un autre club, ce serait pareil pour eux. Bah moi, c'est tout ça que. C'est pas des solutions à proprement parler, c'est des comportements qu'il faut changer. Et je pense que la génération d'éducateurs qui arrive, il y a 2 possibilités. Soit elle se met dans le circuit, voilà, et elle fait comme les autres ont fait avant. Ou soit elle dit non, à un moment donné, nous aussi, on doit apporter un changement, on doit apporter une autre vision. Ça, il faut être capable de le faire. Parce que quand tu vas aller te présenter dans un club pour dire je veux un poste en U17, quand tu vas leur dire moi, je veux changer cette mentalité, tu connais le foot, hein, les mecs qui vont dire non, non, hey, ça fait 20 ans qu'on fonctionne comme ça, c'est toi qui vas nous apprendre les trucs. Après, il faut rester dans le réel. Il y a une hiérarchie. Quand tu arrives en U17, il y a une espèce de hiérarchie, il y a une organisation. Donc, au final, même quand tu arrives dans ton taf, quel qu'il soit, c'est difficile pour celui qu'on vient de recruter qui doit faire ses preuves de venir. Tu peux avoir un projet de jeu. Je ne dis pas le contraire. Et on a vécu. Mais quand je t'écoute parler, moi, ce que j'entends, c'est que tu parles des directeurs sportifs, on est dans la formation, tout ce qui est le management. C'est qu'au final, te connaissant un peu, ayant fait mes recherches, tu es un amoureux du foot. Donc, au final, ce que tu me dis, c'est que tu vas te manger des matchs le week-end, il faut que tu aimes le foot. Au final, faut que non, mais parce que le mec qui vient pas, qui regarde les résultats, qui est très pragmatique, qui est business oriented, tu vois, qui veut avoir des business, résultats, fin des fins, la solution que moi je vois, c'est que quand tu recrutes des gens, que tu mets à la tête d'une organisation, il faut qu'ils aiment le foot. Mais c'est ça le problème. Mais ça, c'est un des problèmes parce que, tu vois, on voit beaucoup. Moi, c'est pas un combat parce qu'encore une fois, je le répète, quand moi j'ai fait mes formations, pour moi, j'aime pas. Il n'y a pas de combat entre les pros et les amateurs. Tu vois, ceux qui ont été joueurs pros et ceux qui ont été amateurs. Il n'y a pas de combat. On s'entend super bien, on s'entraide et tout. Il y a un combat dans le sens où les clubs ont créé un peu cette barrière. Ça veut dire que on prend des anciens pros sous prétexte qu'ils ont été anciens pros. Mais justement, il y a plein d'anciens pros, il faut dire la vérité. Comme tu dis, il faut aimer le foot. Mais il y a plein d'anciens pros qui sont aujourd'hui responsables de centres d'information. Parce qu'en fait, il faut avoir un salaire et que c'est une porte. Et puis voilà, il y a plein d'anciens pros qui vont au diplôme. Les mecs, pendant que tu passes les diplômes avec eux, ils te disent je passe mon diplôme. Franchement, j'ai pas envie d'entraîner. Je passe mon diplôme, on sait jamais au cas où je suis en galère. Tu vois, c'est ça en fait le truc. Mais là, tu l'as touché du doigt. Et c'est un combat que tu mènes, on l'a tous. Et c'est une histoire de. Enfin, je sais pas, moi, au bout d'un moment, et ça, c'est gros. Pour moi, c'est une histoire de mentalité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme tu parlais de cases dans lesquelles on accepte d'être mis, et moi, je le dis assez ici. Ouais, c'est pourquoi tu n'entraînes pas. Parce que je n'ai pas envie, frère. Pourquoi? C'est parce que quand tu finis ta carrière, tu es soit en entraîneur, soit agent, soit tu es comment on dit ça? Pundit.
commentateur, consultant. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu le sens, tu le ressens, tu peux l'être. On en a parlé quand il y avait Jacques et tout, avec Ricky. Mhm. Mais à un moment donné, c'est que ne pas accepter cette fatalité ou cette case dans laquelle on te met. Et c'est ça qui va faire en sorte que, j'ai vu dans certains clubs que je ne vais pas citer, comme tu dis, là, je ne peux pas vraiment, des anciens joueurs, au final, vraiment, tu sens que le mec, il n'est pas compétent. Mhm. Moi, j'ai joué avec des joueurs qui s'en foutent du foot. C'est juste que tu es bon au foot. Tu es bon. Exactement. Mhm. Ça ne veut pas dire que tu aimes le foot. Et pour Mhm. avoir un poste managérial, moi, quand je voyais les gens qui nous dirigeaient, mais c'est sûr que le club, il part dans le mur. Tu n'as pas la fibre. Mais c'est ça, parce qu'on fait que dans le réseau, un peu le copinage, voilà, on replace des anciens qu'on a bien aimés, avec qui on s'est bien entendu, et puis tu te dis, ouais, il est en fin de carrière, je vais lui trouver un poste. Voilà, c'est ça le truc. Mais en France, c'est compliqué, ça. C'est compliqué parce que déjà, la DTN, elle fonctionne comme ça. Tu vois, et on te dit, pour entraîner en pro, il faut avoir été joueur pro, parce qu'ils ont ce vécu et tout. Mais entraîneur, c'est un autre métier, c'est autre chose. Il faut avoir d'autres capacités, d'autres compétences, d'autres facultés. Il faut avoir un autre comportement. Et il y en a qui le font très bien, hein, des anciens pros, il n'y a pas de problème. Mais tous ne le feront pas. Donc, voilà, il y a cette mentalité qui est problématique, tu vois. Et moi, je pense qu'un club pro, il doit fonctionner avec tout le monde. Des anciens pros, pas de problème, mais aussi des mecs qui viennent du monde amateur, que tu es parti chercher parce que le mec, il a fait du bon travail dans un petit club en R2, en R1, mais tu as entendu parler de lui, il a structuré le club, il a fait... Voilà, il y a plein de choses. Ça, c'est compliqué. Mais il n'y a pas un truc qu'il faudrait mettre en place parce que c'est un truc qu'on voit assez souvent. Tu sais, on t'en parlait, et j'ai mis un nom dessus, mais la cette championite. Le coach des 17 ans qui veut absolument gagner en 17 ans pour être coach des 19 l'année d'après. Et ensuite, le coach des 19 qui veut absolument gagner en 19 pour être coach de la réserve après. Et ensuite, le coach de la réserve qui veut absolument faire bonne figure. Comme ça, s'il y a un intérim ou s'il y a une demi-porte qui s'ouvre, c'est lui l'intérimaire. Il a la plateforme pour prouver 2, 3, 4 matchs. Et au final, est-ce que on peut dire que ces gens-là font leur taf d'éducateur? Est-ce qu'ils ne sont pas dans une démarche personnelle au final de développement d'entraîneur? Et est-ce que si les choses n'étaient pas claires d'entrée, à savoir, j'ai un centre de formation, il y a des étapes, tu ne pourras jamais accéder au monde pro avant d'avoir passé X temps dans mon centre de formation. Il y a un espèce de code pour aplanir tout. C'est-à-dire que quelque part, la concurrence entre les coachs serait moindre parce que le coach des 17 ans est au club depuis 2 ans, le coach des 19 ans est au club depuis, lui, peut-être 4-5 ans. On sait que dans la philosophie du club, c'est ce coach-là qui sera le prochain, quoi qu'il arrive. Parce que tu as mis des standards, parce que tu as établi une certaine culture. Est-ce que tu penses que ça serait un... Parce que comme a dit Seb, c'est vrai qu'en plus, avec le vécu qu'on a tous les quatre, chacun du monde amateur, des centres de formation et du monde pro, comme nos cerveaux ont fumé en pensant football, est-ce que maintenant, ce serait pas mieux d'amener des solutions plutôt que de pointer du doigt? Et est-ce que ça, moi, c'est une solution à laquelle je pensais. Je me disais, est-ce que tu penses que toi, dans le fond, ça serait réalisable ou que ça va vraiment trop vite? Non, mais d'ailleurs, une parenthèse, pour corroborer un peu ce que je dis, Q, c'est Bonnemère qui disait récemment. C'est lui qui disait, d'ailleurs, moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi nos coachs les plus diplômés ne sont pas avec les plus jeunes ou en académie ou en centre de formation. Ça devrait être le contraire, tu vois. Donc, tu vois déjà la mentalité qui diffère déjà. Et ben ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand tu entends le discours, on te dit toujours ça. Puis quand tu vas dans les clubs, tu te rends compte que c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que déjà en France, on a une vision de la chose en termes économiques, c'est en termes de salaire, qui fait que quand tu entraînes les U13, tu touches moins que le mec qui entraîne les U15, qui touche moins que le mec qui entraîne les U17. Pourtant, en termes de volume horaire, on va dire entre guillemets, ils font à peu près le même taf. Ouais. Donc, en fait, déjà, tu as créé quelque chose, inconsciemment, c'est que le mec des U15, qui veut mieux gagner sa vie, il faut qu'il monte en U17. Voilà. Et s'il veut mieux gagner sa vie, il faut qu'il monte en U19. Déjà, ça, c'est pas normal. Tu vois, encore une fois, ce qu'a fait l'Ajax, ils font pas tout bien, mais de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Ils ont mis une grille de salaire qui est égale. Déjà, les coachs changent d'équipe en saison. Mais en plus, ils ont mis tout le monde touche la même chose. Voilà. Quand tu fais tes 1500 heures par an, bah toi, vous touchez tous 3000 euros. Bah moi, je m'en fous en fait d'avoir les U15. Parce que de toute façon, que j'ai les U15, les U17 ou les 19, je gagne la même somme. Donc déjà, j'ai pas cette motivation pour prendre la place de l'autre ou pour monter. Ensuite, il y a les compétences. Parce que malgré tout, est-ce que être coach des U15, c'est la même chose qu'être coach des U19 quand tu te rapproches de la compétition, etc.
peut-être pas. Il y a peut-être des éducateurs qui n'ont pas cette volonté de compétition, etc., qui sont très bien avec les U15 dans la formation. Voilà. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Maintenant, comme tu dis, oui, mais pour s'inscrire, en fait, le problème, c'est que pour s'inscrire sur la durée, il faut que le projet il soit sur la durée. Le problème, c'est que dans nos clubs, les directeurs techniques, ils changent tous les 2 ans. Les projets, moi, je vais prendre l'exemple du PSG, mais même si c'est aujourd'hui un peu biaisé, mais à chaque fois qu'il y a un nouveau directeur sportif, il y a tout qui change au centre de formation. Le responsable du centre, les éducateurs. Donc les joueurs qui ont commencé, allez, en U14 au PSG, là, sur les 5 dernières années, les mecs, ils ont connu 3 directeurs sportifs, 3 façons de voir le football différemment. Une fois, c'était les Portugais, après, c'était les Barcelonais, après, c'est de nouveau les Portugais. Bon, après, ils ont... le PSG, c'est pas Non, mérité. non, c'est pas une référence, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas possible de travailler comme ça. Ah non. Puisque ton idée de la formation, c'est pas en fonction du directeur sportif, c'est en fonction de ce que toi, tu veux mettre en place sur la durée avec ton Sur le équipe. PSG, on sait très bien que ce Voilà. soit en jeune ou en professionnel, au niveau de l'identité, l'identification, culture, Ouais. Il y a un valeur, problème. c'est vraiment. Bien sûr. Et quand tu vas voir les clubs, moi je vais souvent voir les matchs des U17, U19, etc., les clubs pro quand ils viennent sur la région parisienne, moi je vois pas de réelle différence entre Rennes, Lille et Lyon. Je vois pas enfin Lyon peut-être un peu, mais encore c'est un peu moins qu'avant. Mais je vois pas de différence de style de jeu. Je vois pas quelque chose de marqué club. Je vois pas un truc où se dire, nous on veut travailler dans ce sens-là, on va faire ça. Donc est-ce que les éducateurs, parce qu'ils s'inscrivent pas sur la durée, ça c'est un problème. Les salaires, c'est un problème. La hiérarchie, c'est un problème. Et je termine sur ce que disait Ricardo, c'est cette histoire de les meilleurs, ils doivent être en bas. Mais en fait, les meilleurs, ils y vont jamais en bas. Il veut Parce pas y que- aller. parce qu'en bas, tu touches pas beaucoup et que c'est pas le même travail. Donc voilà, il y a une mentalité à revoir globale. Maintenant, évidemment que Mathieu Bonnemer, ce qu'il dit, bon, j'ai eu la chance d'échanger avec lui et tout, et quand tu vois comment travaille Le Havre aujourd'hui, ça a l'air de prendre cette direction. Son discours, il n'y a rien à dire. Après, il faudra voir est-ce que tu peux l'installer sur la durée aussi, parce que c'est facile de parler. Même moi, hein, je parle, mais c'est toujours pareil. Hein, quand tu es dans les mains dans le cambouis. Et c'est pour ça qu'on on parle vraiment de solution, tu vois. Mais il y a un mot qui revient depuis tout à l'heure. Il y a un mot, un statut éducateur. D'accord. Aujourd'hui, là, on est dans le mode formation et on va basculer un peu vers le monde amateur parce que pour moi, l'éducateur, il est dans le monde pro comme il est dans le monde amateur. Éducateur. Mais aujourd'hui, c'est quoi un éducateur réellement? Parce que je trouve qu'il y a des termes qu'on emploie aujourd'hui et on en perd leur réelle essence. Un éducateur, je ne parle pas d'un entraîneur. Tout ce que vous m'avez décrit tout à l'heure, vous avez décrit dans les comportements, le mec qui veut gagner plus, qui a cette aspiration, etc. Il regarde le résultat. Pour moi, ça, c'est la définition d'un entraîneur. Et là, qui a le besoin de résultats. Un entraîneur. Et le problème, oui, je pense que c'est aussi un problème, un constat, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont le statut d'éducateur qui se prennent pour des entraîneurs. Et je vois très peu d'entraîneurs. Et non, des fois, les meilleurs entraîneurs, c'est aussi des éducateurs, pour moi. Les meilleurs entraîneurs au plus haut niveau, c'est des éducateurs. Mais les éducateurs qui sont avec les jeunes, je ne parle même pas de niveau, des plus jeunes, ils veulent devenir des entraîneurs. Donc, c'est quoi? Moi, j'ai la définition, j'étais sur Internet. Définition d'un éducateur: personne conduisant ou influençant la formation de l'enfant et de l'adulte. Parfait. C'est la définition d'un éducateur. Aujourd'hui, après ce que j'entends et ce que j'ai lu de toi, ce que je t'écoute par, c'est que, au final, on va pas trop. C'est juste qu'on ne sait pas, définir, on ne sait pas donner à une personne le bon rôle. Il y a des gens, ils sont pas faits pour être éducateurs parce qu'ils n'ont pas cette fibre-là. Donc, je sais pas, Ça, moi, c'est clair. t'en penses, enfin, pas que t'en penses quoi, je Non, sais non, ce que t'en penses, mais moi, je pense que avec l'œil que j'ai aujourd'hui, hein, moi qui suis un peu entre les deux, qui suis en transition, qui rentre dans ce cursus-là, je pense que c'est bien défini. Hein. Je pense que les éducateurs, ou les entraîneurs, savent clairement identifier qu'est-ce qu'un éducateur et un entraîneur. Et moi, en étant sur Versailles, je le vois vraiment, sincèrement. Moi, je suis clairement dans le milieu amateur associatif et je vois comment ça travaille à Versailles. Et quand je vois justement ce terme d'éducateur, je les vois au quotidien.
et je vois qu'ils arrivent, ils cernent quand même cette définition-là et ils complètent, hein, ils définissent totalement cette définition-là. Ils sont vraiment bons dans ce qu'ils font. Tu es à En Versailles. en matière d'éducation, enfin moi après moi je parle de ce que je vois et de que je peux toucher et même aux alentours, hein, parce que même quand j'entends Tu sais à quoi des je compare un éducateur? Pour moi, un éducateur, c'est comme quand on est au quartier et t'as le grand qui vient à la MJC ou tu vois, qui vient t'aider à te développer, un soutien. Pour moi, ouais, comme je vois un éducateur, c'est quelqu'un, c'est limite une extension de l'éducation qu'il y a à la maison, totalement, tu vois? totalement, Et c'est, totalement. on peut y, comment dire, ici accrocher le football, comme tu peux le faire dans le social. Pour moi, l'éducateur, il a une fibre. Après, tu préfères t'as une- comme une facilité pour le football, c'est un Mmh. vecteur. Mais la fibre éducative, tout le monde ne peut pas être enseignant à l'école. Ouais. Tout le monde ne peut pas être enseignant en primaire. C'est pas comme pareil que d'enseigner en fac de droit, etc. Après dans le football, dans le domaine strictement footballistique, quand tu parles d'éducateur de foot, bon Yacine, dis-moi si je me trompe parce que là tu es plus à même à savoir, Ouais. c'est le mec qui va t'éduquer au football. Ça veut dire c'est le mec qui va t'expliquer comment faire une passe. C'est un mec qui va t'expliquer comment te déplacer sur le terrain. Tu sais, c'est vraiment les bases. Et comme tu dis, un coach, c'est pas forcément le meilleur éducateur et vice-versa, parce qu'il y a un coach, comme tu as dit, un entraîneur, il est là pour te coacher, il est là pour gagner. Il est là pour. Tu es censé être prêt, on va dire techniquement, physiquement, mentalement, pour gagner des matchs. Ça, c'est un entraîneur, en pro, même en amateur, en senior en tout cas. Mais un éducateur, c'est un mec qui doit t'apprendre la vie du foot. Ok, il t'apprend à serrer la main quand tu quittes le terrain, quand tu rentres, t'apprends à bien te tenir, arriver à l'heure. Il va être vraiment focalisé sur ce truc-là. Ouais, Et donc pas que après, le foot. Il est dans la Ah oui, transmission c'est ce aussi. que j'allais dire. Oui, au final, il y a les deux. Sa Ouais, il y a les deux. responsabilité, elle est beaucoup plus large. Parce que Bien c'est sûr. ce que Vas-y, tu dis, et c'est super que tu soulignes un club que toi tu côtoies au quotidien, et pour dire, parce qu'il y a des endroits où ça travaille bien. Mais en fait, Ah le ouais, truc, c'est que la en France, gratification, non, il le elle est super delayed, elle est super déportée dans le temps. C'est-à-dire que on te le dit rarement, et en fait, t'en récoltes rarement les semences finalement. Parce que c'est ça le plus dur. C'est la gratification instantanée. Tu veux tout avoir tout de suite. Tu veux qu'on dise que tu travailles bien pour, tu vois, il y a le paradoxe de tu formes, tu développes et des footballeurs et des gamins. Et tu as de l'autre côté, tu as mon club a besoin de lumière, mon équipe a besoin de lumière. J'ai formé des joueurs qui vont dans des centres de formation et il est là le paradoxe. Et en fait, est-ce que c'est pas la responsabilité des éducateurs? Et c'est là où on laisse même pas parler Yacine parce que là, tu sais, il a toutes les réponses, tu vois. Mais c'est un truc aussi où nous, ça nous tient énormément à cœur parce que combien on a été, nous, marqués par des putains de bons éducateurs. Moi, je parle encore à mes éducateurs que j'avais à 8 ans, à 10 ans, à 12 ans. C'est un truc où, comme un bon professeur, ils te font aimer une matière, ils te font aimer un sport, mais tu te dis pas, mais moi, cet éducateur, il m'a appris à jouer haut, ou il m'a appris à relancer court. Cet éducateur, en fait, il m'a appris à kiffer le foot, à kiffer l'équipe. En fait, j'ai un ressenti de cette personne. Je me rappelle rien de technique. Je me rappelle de tout, le feeling qui était, je vais être à tous les entraînements avec ce coach. Il m'a donné envie de revenir. Yacine, vas-y, parle, parce que là, nous, on commence à être trop Mets-nous bavard. d'accord, s'il te Voilà. plaît. Bon, les gars, Alors, c'est vas-y. ça, Ouais. c'est ça les échanges. Mais moi, je pense qu'en fait, vous avez dit la majorité, c'est-à-dire que l'éducateur dans un club de foot, il fait les deux. Il a le côté éducation, c'est-à-dire vie en collectivité, respect des horaires, respect des adultes, respect des adversaires, respect de son entraîneur, respect du matériel. Voilà, c'est l'éducation, ça. Et puis, il est éducateur football. Et quand je vais dire éducateur football, moi, c'est là vraiment que je pense qu'il y a aussi un vrai problème. Moi, quand je vois des mecs sur le bord de touche, le banc de touche, le samedi en U13, hurler sur un gamin qui a raté une passe, applique-toi. Je vais lui dire, mais, non, mais en fait, c'est ça, t'es venu. Non, mais parce que c'est pas la peine de venir. Je mets un parent, il va dire la même chose. Toi, ton travail, c'est quoi? C'est de voir pourquoi le gamin il rate la passe et lui dire, est-ce que tu as choisi le bon pied? Est-ce que tu l'as fait trop tôt, trop tard? Est-ce que tu as choisi la bonne zone? Est-ce qu'il n'y avait pas une passe plus importante, mieux à faire? Est-ce que tu étais bien orienté sur ta prise de balle? Ça, c'est mon travail d'éducateur football et le travail d'éducation, comme on a dit tout à l'heure, sur les horaires. Et la différence avec l'entraîneur, c'est que, en fait, l'entraîneur, il va jouer les matchs pour les gagner, que pour les gagner. Moi, je joue les matchs pour les gagner, mais si je le perds, j'ai assez de recul pour me dire pourquoi on l'a perdu. Voilà. C'est pas grave. C'est pas un drame. Moi, déjà, il y a un truc que je veux remettre en place, c'est que
cette histoire de la culture de la gagne. Alors, je veux bien, il n'y a pas de problème. Il y a quand même des mecs qui ont un peu des niveaux différents, des curseurs un peu différents. Malgré tout, moi, je connais très, très, très peu de mecs qui rentrent sur un terrain. Alors là, je parle à tous les niveaux, hein, en five, en pro, en salle, dans ton quartier, qui rentrent sur un terrain et dire ouais, genre, rien à foutre de perdre, moi. Moi, je veux mettre des petits points aujourd'hui. Je n'ai pratiquement pas connu de ma vie. Moi, j'ai connu que des mecs quand tu joues au foot, qu'avec les mecs de ton quartier. Ismaël Bouabdella, il est comme ça. C'est comme ça au Racing, lui. Mais tu vois, j'en ai très peu connu. Quand tu joues même avec les mecs de ton quartier, tu perds, t'es énervé à la fin. Même si tu te calmes vite parce que c'est tes potes. Mais t'es énervé, t'aimes pas perdre. Donc déjà, la culture de la gagne, moi, je sais pas ce que ça veut dire. Tout le monde joue pour gagner. Quand tu joues, à partir du moment où il y a un match, il y a deux équipes qui s'affrontent, tu joues pour gagner. Après, nous, notre travail, c'est pas de dire on doit que gagner. Parce qu'on doit que gagner, ça va rien dire. Et en plus de ça, tu peux le faire de n'importe quelle façon. Moi, mon travail, c'est de dire voilà. Pourquoi tac, voilà. Ta relance. T'as vu, t'es venu demander le ballon. Tu t'as même pas vu ce qui se passait dans ton dos. C'est normal que tu perdes le ballon. Voilà, ça, c'est mon travail. Maintenant, hurler sur un gamin, applique-toi, dégage. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pareil pour la télécommande. Tu vois, aujourd'hui, moi, quand j'étais jusqu'à il y a un an, quand j'étais encore avec des équipes, moi, je télécommande pas les joueurs. Et tu vois, pour te dire que ça, c'est quelque chose de spécial, les parents au début, notamment à Chartres, franchement, le premier mois, ils sont choqués. C'est-à-dire que des fois, pendant 15 minutes, moi, je parle pas. Voilà, je suis là, le jeu il se déroule. Des fois, j'ai envie, hein, attention, d'aller lui dire un truc, mais non, c'est pas le moment. J'attends, voilà, après, je refais des corrections, je dis un truc. Les parents, au début, ça les choque. Mais finalement, ils se rendent compte de quoi? Moi, je vais pas être derrière vous toute votre vie. Je vais pas être sur le terrain toute votre vie, enfin à côté de vous. Donc je vais pas te dire, tiens, regarde à droite, regarde à gauche, regarde devant. Alors pourquoi? Parce que premièrement, tu dois être à un moment donné capable de réfléchir par toi-même. Et ça, c'est mon travail justement d'éducateur à l'entraînement. Je dois amener des exercices qui t'amènent à comprendre le jeu et à réfléchir par toi-même. Mais il y a une autre raison à ça. C'est que moi, j'ai été un peu joueur. Et quand tu reçois le ballon, que tu as vu un espace à gauche, et que tu as un mec qui gueule sur le côté, regarde à droite. Toi, tu fais quoi? Tu tournes la tête. Tu as perdu une seconde, tu perds le ballon, et c'est toi qui te fais pourrir. Écoute, moi, laisse-moi jouer. Si je me trompe, tu me sors. Si je me trompe, tu m'expliques. Mais me télécommande pas. Voilà, je ferai mes choix. Et toi, ton travail, c'est de m'expliquer quand est-ce que je me trompe, pourquoi je me trompe, etc. Mais franchement, quand tu as été joueur, vous avez tous été joueurs, quand tu as un mec qui te gueule dessus, regarde Stéphane à droite, regarde. Laisse-moi viens jouer à ma place et laisse-moi tranquille, quoi. Et c'est moi qui ai le ballon dans les pieds, laisse-moi jouer. Je leur en full autonomie, quoi. Voilà, à un moment donné, il faut les laisser. En fait, tu veux laisser parler la créativité, en fait. Il faut les laisser jouer, voilà. Et après, toi, ton travail, c'est d'expliquer pourquoi on a mal joué, pourquoi vous n'avez pas compris. Et de te remettre en question aussi. Est-ce que ça se trouve, cette semaine, les exercices que j'ai faits, ils vous ont pas permis de comprendre où je voulais aller? Est-ce que ton type d'éducation, parce que maintenant, moi, je vais challenger un petit peu, tu as un type d'éducation. Parce que ça, c'est un type d'éducation. C'est un style éducatif, l'autonomie. Et pour moi, c'est aussi une responsabilisation de l'enfant. Tu vois, je vais pas être. En fait, quand tu envoies le message, je vais pas être là sur le terrain à côté de toi toute ta vie. Comme ton papa, il sera pas avec toi toute ta vie. Ta maman, elle sera pas là toute ta vie. Nos enfants. Mais pas que. Je fais aussi l'inverse. Tu fais l'inverse, tu vois. Mais quand on met l'accent un peu sur ça, qui pour moi, ça me parle. Parce que tu responsabilises les enfants assez tôt. Un enfant comme un joueur qui est responsable aujourd'hui, ça peut être dur au départ, comme ça a choqué les parents au départ. Oh, mais parce qu'ils n'ont pas l'habitude de. Exactement. On parlait de normes, tu crées juste, tu es fidèle à toi-même. Au final, tu appliques, si j'entends bien, des principes qui te parlent à toi et tu dis, quand j'avais leur âge, qu'est-ce qui m'aurait parlé? D'accord? Et je pense que ce style éducatif-là, est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable d'apprécier et on va dire, de mettre en exergue d'autres styles éducatifs qui sont complètement à l'opposé du tien? Ouais, moi, j'ai pas de problème. Moi, je pense que malgré tout ce qu'on fait dans le foot, notamment dans le foot, c'est une question de personnalité et de conviction. Moi, par exemple, comme on en a parlé, moi, j'aime le jeu, etc. Mais moi, je vais pas te dire demain, tu vois, Simeone, par exemple, c'est dégueulasse. Non. Moi, j'apprécie aussi les joueurs qui savent mettre en place une vraie organisation défensive, qui vont jouer de telle façon, ou qui sont sur le banc, tout le temps actifs, qui parlent, qui crient. J'ai pas de problème avec ça. C'est aussi une question de personnalité. Parce que moi, je considère que quand tu es coach, en général,
il y a besoin de conviction. Et pour convaincre, il faut que déjà toi tu sois convaincu. Tu vois? Si demain je te dis, demain moi je peux mettre en place une équipe, 2 lignes de 4, on se met dans nos 30 mètres et puis on joue les transitions sur 2 mecs qui vont vite devant. Je peux le faire. Moi je pense qu'à un moment donné, un match ça peut fonctionner. Sur un mois et demi, ça ne fonctionnera pas parce que moi-même, je pense que je ne serai pas convaincant là-dedans. Tu vois? Parce que ma personnalité ne veut pas ça. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec les éducateurs qui sont à l'inverse de moi. Ce qui me pose problème, en fait, c'est d'être dans l'extrême. Moi, je ne suis pas dans l'extrême, comme tu disais, tu vois, de l'autonomie. Je laisse en autonomie 15 minutes, je ne laisse pas 80 minutes. À un moment donné, je vais reprendre la main. Si je veux un peu de les réveiller, je peux passer 3 minutes aussi à parler. Par exemple, les faire avancer pour défendre en avançant, jouer un peu plus haut. Voilà, bah, peut-être que pendant 3 minutes, je vais allez, avance, va le chercher. Voilà, ça, je suis capable de le faire. Je suis capable de faire les deux. Malgré tout, il y a un côté qui est plus important, c'est de laisser quand même une part de responsabilité. Et encore une fois, voilà, je redis, je ne suis pas contre ceux qui font l'inverse. Je pense qu'il ne faut pas être dans l'extrême des deux côtés. Parce que, à un moment donné aussi, je pense que malgré tout, quand tu es derrière le joueur tout le temps, en fait, à un moment donné, le joueur, il ne t'entend plus non plus. Tu vois, c'est comme si tu as un parent qui crie tout le temps sur toi. Bon, il t'a crié dessus 2 fois. Ça t'a traumatisé. La 3e fois, il crie, tu l'entends plus. La 5e fois, alors la 5e fois, C'est comme ça te passe dessus. les tartes des darons. Au bout d'un moment, au début, ça fait grave mal. Après, Ah voilà, après, ça y est, tu sais. Après, t'es vacciné. Mais vas-y, on va. t'évoques un sujet, enfin, en tout cas, t'as employé les parents. Parce que là, il y a la vérité du contexte, c'est que juste avant le début de l'émission, tu étais sur CNews pour parler de ce fait divers d'un parent qui tabasse un éducateur. Et dans ton livre, ça prend quand même une grande part. Tu parlais, j'ai beaucoup aimé ce que tu disais, tu as vraiment mentionné énormément le mot obstacle. Tu peux nous en parler un peu plus, les parents, et pourquoi ils voient des obstacles à tout, en fait, se dresser dans leur chemin? Ouais, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, l'image du foot fait qu'on parle beaucoup d'argent et on parle beaucoup des salaires. Donc, évidemment que ce que gagne un joueur de foot, il y a personne, enfin très peu de gens aujourd'hui qui le gagnent sur la même durée, je parle. Après, tu vas analyser le fait qu'un joueur de foot, il arrête sa carrière à 30, 32, 33. Donc évidemment que de 20 à 30 ans, il n'y a personne qui le touche. Maintenant, quand tu l'allonges jusqu'à 60 ans, bon, déjà, on rentre dans des standards un peu plus réels, entre guillemets. Ouais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on raconte que les belles histoires. Et vous êtes bien le passé pour le savoir, et on a tous connu autour de nous des mecs qui étaient potentiellement des super joueurs, qui allaient arriver, qui étaient U17, champions du monde, machin, puis qui ont disparu de la circulation. Donc, déjà, l'échec, il est important. Il est même plus important que la réussite. Mais malheureusement, toutes ces histoires-là, on ne les raconte pas. Les joueurs qui ne sont pas passés pro dans votre génération, on ne sait pas qui c'est. Tu vois, on nous a parlé de Hatem Ben Arfa, on nous parle de voilà. Mais les autres, on ne sait pas qui c'est. Donc finalement, ces histoires-là, pour le grand public, elles n'existent pas. En gros, dès que tu rentres dans une sorte de formation, les mecs, ils vont réussir, quoi. Et donc, les parents, bah, c'est l'objectif. Parce que, comme je le dis souvent, c'est malgré tout aujourd'hui le football le moyen le plus simple de gravir l'ascenseur social le plus rapidement possible. Pas le plus simple, non. Le plus rapide. Ouais, le plus rapide. Pas le plus simple. Oui, non, pas le plus simple, je veux dire en termes de travail, mais le plus simple, ça veut dire l'école. Le plus direct. Le plus direct. Plus accessible. Voilà, le plus à portée de main, ou en tout cas le plus. Ouais. Voilà. Et donc, ben, ils se disent quoi, ces parents? Ben, on va tous en profiter, on va vivre de ça, il va gagner beaucoup d'argent, la maison, ceci, cela. Donc, à partir de là, tout devient un obstacle. Ça veut dire que l'éducateur qui sélectionne pas son enfant en équipe A, ben c'est un obstacle. C'est un ennemi. Pourquoi mon fils, il joue pas en A? Parce que s'il joue pas en A, évidemment que s'il y a des recruteurs, ils vont pas aller voir l'équipe C. Donc, c'est un problème. L'arbitre qui siffle pas une faute, c'est un obstacle. Parce que cette faute aurait permis à mon fils de marquer le penalty. Donc, pareil. Ou de marquer d'ailleurs sur l'action si c'est sur lui la faute. L'adversaire, moi, il faut se balader autour des terrains des tout petits. Moi, j'ai mon neveu qui a 5 ans et demi. Moi, j'ai déjà entendu tacle-le, rentre-lui dedans. En fait, découpe-le. Voilà, découpe-le. Bah oui. Donc, tout devient un obstacle. Voilà. Et ça crée en fait une frustration, ça crée de la nervosité et ça crée des débordements. Et aujourd'hui,
ce qu'on a vu à l'INAS avec le papa qui va demander des explications. Voilà, moi, je le dis clairement. Quand j'étais éducateur, par exemple, à l'ETG, je vais raconter rapidement l'histoire. J'étais responsable de l'école de foot, donc de U6 à U13. Et j'avais une équipe U9. Bon, on remet les choses dans leur contexte. On est en Haute-Savoie, on n'est pas en région parisienne. Donc, dès que tu as 5-6 bons joueurs. Petite parenthèse, que moi, j'aime bien les contextes, j'aime bien les histoires. Comment tu arrives à Evian, du coup, toi, le français? En fait, ma femme, elle est mutée à Genève. Ok. Et du coup, on arrive dans la région et je signe à Divonne en DH à l'époque, R1. Yvonne Les Bains. Et en fait, l'entraîneur de Divonne, il avait joué à Croix-de-Savoie. Ouais. Qui me dit t'habites à côté, tu veux que je parle de toi et tout. Je dis bah vas-y. Et en fait, j'ai une rencontre avec Pascal Duprat. Je dois être adjoint des U17 avec Stéphane Bernard, qui était son adjoint à l'époque. Et en fait, au moment où j'arrive, je fais une semaine avec Stéphane Bernard en U17 et le responsable de l'école de foot démissionne. Et moi, j'avais déjà mes diplômes et tout. Du coup, je prends le poste et je reste 4 ans. Voilà. Super. Voilà. Et donc, pour l'histoire, donc les U9, là, belle petite équipe, belle petite génération et tout. Bon, en U9, honnêtement, ils mettaient des tartes à tout le monde, c'était pas intéressant. Donc je me dis, je vais les mettre dans le championnat U10. Déjà, ce sera un peu mieux parce que, encore une fois, on est en Haute-Savoie, il n'y a pas beaucoup d'équipes, il n'y a pas voilà, t'enlèves Annecy et un ou deux clubs autour, après c'est fini. Et là, en fait, moi, je décide de faire monter ces U9. Et le mercredi où je décide de leur dire qu'ils montent, il y a un joueur qui est absent de l'entraînement. Et en plus, il n'a pas prévenu. Donc, je me dis, ce joueur-là, il va passer les 2 prochaines semaines en U9. Et après, je le ferai monter. Parce que tu n'as pas prévenu. Il aurait prévenu à la limite, je suis malade et tout, ok. Mais voilà. Les règles, c'était de prévenir quand tu es absent. Et le lundi, le père du petit vient me voir et il me dit il y a tous les joueurs qui sont avec lui. Ils sont montés en U10, je comprends pas et tout. Je lui dis, mais ouais, j'ai pris la décision et tout. Et il me dit, mais t'as bien regardé jouer mon fils? Donc moi, je lui dis pas encore que dans 15 jours, j'ai décidé qu'il allait monter, mais puisqu'il n'a pas prévenu, il reste en U9 le temps. Voilà. Et il me dit, t'as bien regardé jouer mon fils? Je dis, ouais, je regarde tous les matchs, tous les entraînements, je suis là. Et tout. Il me dit, parce que je crois que t'as pas vu, mon fils, il joue comme un pro. En U9. En U9. Bon, voilà, qu'est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, si je lui réponds méchamment, j'ai dit, bon, déjà, tu es en train de te foutre de ma gueule, parce que déjà, qui joue comme un pro en U9? Déjà, des pros, ils jouent pas comme des pros, alors. déjà, ouais. Voilà. Et sur 2 minutes, tu vois. Et ça peut déraper. Donc, moi, heureusement, j'ai assez de recul, tu vois, pour lui dire, non, mais en fait, c'est pas ça l'histoire. Déjà, il joue pas comme un pro. Maintenant, je vous explique, voilà. Hein. Maintenant, si moi, je suis dans le frontal et je lui dis, non, mais de toute façon, c'est pas à toi de venir me demander ce qui se passe. En fait, ça peut déraper. Et c'est comme ça tout le temps. Tout le temps. Moi, à Cachan, quand j'ai fini à Cachan il y a 2 ans, voilà, j'ai des parents qui sont venus me voir, en me disant, ouais, pourquoi mon fils, il joue pas là? L'année dernière, il était surclassé. Ah, mais l'année dernière, c'était un autre éducateur. Moi, j'ai décidé de pas surclasser cette année. Voilà, c'est comme ça. Donc, en fait, le truc, c'est que tout le monde est nerveux parce que tout le monde veut que son fils réussisse. Pour réussir, il faut être en équipe A. Pour être visible, il faut être surclassé parce que dès que tu es surclassé, les mecs, en plus, maintenant, c'est devenu ce que j'appelle les... Alors, il y a les éducateurs Facebook, il y a les parents Facebook, voilà, qui vont t'expliquer sur Facebook, ah, mon fils, il est U9, mais il joue avec les U11A. Tu sais, c'est la fierté et tout. Ouais. En fait, c'est plus possible. Mais tu vois, là où les parents, on leur tape dessus et à raison. Mais malgré tout, encore une fois, et je dis nous parce que je suis éducateur, c'est nous qui avons ouvert les portes. C'est nous qui avons laissé faire. C'est nous qui avons laissé faire en laissant les parents venir discuter avec nous. C'est nous qui avons laissé faire, justement, en privilégiant certains gamins et envoyer le message que quand tu es un bon joueur, voilà, machin, nous, on te fait grandir. Vas-y, je vais te présenter un agent, parce que tout le monde parle. Donc, en fait, c'est nous qui avons ouvert des portes aussi au comportement des parents. Merci. Les gens, ils font ce qu'ils peuvent. Ils savent ce qu'ils peuvent faire. Les gens, ils bien sûr. Bien sûr. En fait, il n'y a personne aujourd'hui. On dit, ouais, lui, il m'a fait la misère, ou j'en sais pas, dans n'importe quelle situation. Personne ne te fait ce qu'il ne sait pas qu'il peut pas te faire. Ça veut dire et à partir de là, et tu parles d'éducateur, et j'aime beaucoup ce prisme que tu prends, parce qu'à un moment donné, les éducateurs qui sont en région, on va dire en région parisienne, ou partout, aujourd'hui, c'est populaire, le football, c'est un sport populaire. Pour moi, hein, pour être un bon éducateur,
il faut que tu connais, read the room. Ça veut dire que tu dois savoir dans quel environnement tu es. On parle d'un environnement populaire. Ça veut dire que si toi, tu n'as pas les capacités, tu sais que tu deals avec des êtres humains, avec des émotions, et il faut que tu regardes le contexte dans lequel tu vis. Si tu es quelqu'un d'impulsif, etc., franchement, pour moi, tu n'as rien à faire là. Parce que tu vas avoir des conflits. Aujourd'hui, on peut taper sur les parents. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, pour moi, les parents, il faut les éduquer. Parce qu'aujourd'hui, ils vivent par procuration, c'est un problème sociétal qui fait que les gens, ils ont faim et qu'aujourd'hui, c'est une procuration par laquelle ils vivent. Et il faut les éduquer. Parce qu'au final, fin des fins, même 10 ans après, tu vas perdre ton gamin. C'est qu'une question de temps avant que la fracture en interne, elle se fasse. C'est qu'une question de temps, comme Quentin l'a dit tout à l'heure. Mais aujourd'hui, les éducateurs, et c'est pas, je demandais, c'est quoi le rôle d'un Tu vois, éducateur? Vas-y. juste, je vais te raconter une anecdote. Moi, quand je suis à Chartres, par exemple, je vais prendre l'exemple de Chartres parce que c'est une des dernières années. Je fais la réunion de présentation et j'explique aux parents que moi, les parents, c'est pas mes potes. Donc, quand ils vont me voir au début, ils vont me trouver froid et tout. C'est pas une question que je suis froid ou que je me la raconte, genre je suis l'éducateur et vous êtes rien. C'est juste que moi, je veux pas créer d'affinité avec eux pour deux raisons. La première, c'est justement cette prise de confiance. Voilà, le mec, à un moment donné, quand il croit que c'est ton pote, il vient te taper dans le dos. Après, demain, il te dit, ouais, il t'insulte ou il s'embrouille avec toi. Et la deuxième chose, c'est parce que, en fait, je veux pas non plus créer une affinité avec un papa parce que je sais que, en tant qu'être humain, demain, quand je vais avoir un choix à faire, je vais me dire, ah, vas-y, t'as vu, il est gentil, son père, machin. Là. Bon, je le garde dans le groupe. Non, moi, il n'y a pas d'affinité. Vous êtes les parents, vous accompagnez, pas de problème, vous êtes là et tout. On se dit bonjour, on discute un peu du match si vous voulez. Mais il n'y a pas d'affinité, on n'est pas des potes, on va pas boire des verres, on va pas. Tu sais, voilà, c'est chacun son truc. À la fin de l'année, vous passez à l'autre catégorie si vous voulez. Il y a un rapprochement, il y a un feeling si vous voulez. Mais pendant la saison, je veux pas de ça. Parce que je veux pas être pris dans ce piège et je veux pas non plus leur donner la possibilité de croire qu'ils sont assez proches de moi pour venir à un moment me dire ouais, pourquoi il joue pas? Pourquoi il est sorti aujourd'hui? Pourquoi machin? Tu vois? Donc il y a ça aussi. Et comme tu dis, en général, quand les choses elles sont claires et que tu es à peu près juste, on vient pas non plus te faire chier. Voilà. Bon, après, je pense que vous êtes assez sévère avec les éducateurs, Seb, tout ça, Q, parce que après, les éducateurs, pour la plupart, c'est des mecs qui débutent. Comme on disait tout à l'heure, c'est pas forcément les plus diplômés qui Mhm. sont encore avec, tu vois, avec les jeunes. Donc, des fois, ils débutent, ils apprennent aussi le métier, ils sont là, ils commencent aussi à grimper. Donc, forcément, ils font des erreurs. Non, mais il y a. Donc, Mais malheureusement, tu sais aussi que un des problèmes aujourd'hui des éducateurs, pour moi, c'est que tu sais très bien qu'ils essaient de créer certaines affinités avec le meilleur joueur parce Pour que devenir ils l'agent se disent, officieux, ils se eh, disent, voilà, c'est. je peux oui, m'incruster. c'est le côté obscur un peu. Ouais, c'est Eh, dans ben Ouais, justement, tu vois, il va. j'avais un exemple. Moi, pour un agent qui est proche de nous tous, les gars, hein, Olive, pour ne pas le citer, un jour, il me dit, ouais, je sais que tu as un pote à Versailles, écoute, il y a ce gardien, attends, mais la catégorie, c'était vraiment bas. U12, U13, tu vois, le petit, il a 11-12 ans, qui jouait à Versailles. Je sais que tu as un pote, Jordi en l'occurrence, qui bosse là-bas. Est-ce que tu pourrais te renseigner, juste savoir ses qualités? Tu vois, ses qualités, parce qu'on m'a parlé de lui, machin. J'appelle Jordi. Elle me dit, ah non, non, il joue plus à Versailles. Il est parti ainsi que 9 autres gamins à Meudon. Parce que l'éducateur de cette catégorie d'âge est parti à Meudon. Il a emmené tous les gamins avec lui. Bien sûr, il faut. Et, Bien sûr. et vraiment, pour quelqu'un qui, comme j'ai dit, dans ma vie, la valeur d'un bon éducateur et la valeur d'un bon professeur ont énormément d'importance pour moi. Il y a des gens qui m'ont marqué encore maintenant, vers lesquels je suis très reconnaissant, pour la manière dont ils m'ont permis de ressentir, de la manière dont je me suis senti à leurs entraînements, dans leur salle de classe. Donc c'est un truc où même pour mes enfants, j'aime bien mettre en valeur un éducateur, un coach que je trouve super intéressant. Pourquoi? Parce que je trouve que ça marque la vie d'un enfant. Quand il m'a dit ça, Mm. j'ai fait on est passé à un autre niveau quand même. Tu vois, et c'était un truc où c'était le premier. Ok, nous déjà c'était challengeant. Et la preuve, avec la génération 86, c'est notre cheval de bataille. On a envie de sensibiliser les joueurs, mais les parents et les éducateurs aussi, pour essayer de Mais tu vois, montrer tous ces Quentin, exemples. quand tu dis ça, pour moi, il y a tous les problèmes du foot. C'est-à-dire que l'éducateur qui part avec des joueurs, c'est-à-dire déjà, il a son équipe, d'accord? Donc, il va dans un club, il ramène une équipe. Déjà, c'est un problème. Le club qui laisse signer l'éducateur avec tous ses joueurs, c'est un problème. Les parents qui suivent l'éducateur. Tu vois, tout à l'heure, je te disais, les petits, ils prennent plus des licences à Meudon, à Suresnes, à Clamart ou à Cachan. Ils prennent des licences, tu as l'impression, avec un éducateur.
Ils ont une licence avec Quentin. C'est ton, Si Quentin il va à Villejuif, ils vont à Villejuif. c'est ton banquier privé, tu pars avec ton portefeuille client. Mais voilà, c'est ça. Mais exactement. Et pourquoi? Parce qu'encore une fois, on en revient à ce que tu disais sur les parents. C'est que, en général, ces éducateurs, c'est souvent les éducateurs des équipes A. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, le père, il se dit, on le va avec lui, il va jouer en A. Parce que l'année prochaine, avec l'autre éducateur, on ne sait pas ce qui va lui arriver. Donc, vas-y, il va avec lui, c'est l'équipe A, ils vont jouer en A là-bas. Moi, j'ai vu que la même chose quand je signais à Lusitanos Saint-Maur avec je prends les U13, enfin les U12 qui montent en U13. Bah, les U12A, ils étaient tous partis à la VGA Saint-Maur à côté parce que l'éducateur était parti à la VGA. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois? Et bah là-dessus. Mais quelles sont les raisons? C'est quoi les raisons? Hein? C'est quoi les raisons? Le projet Mbappé. Moi, je pense que c'est parce que l'éducateur il est de qualité. On sait que non, honnêtement, l'entraînement est efficace, tout ça. C'est pas ça. Moi, je pense réellement que c'est une solution. Alors, évidemment, heureusement qu'il y a quand même des éducateurs de qualité, il n'y a pas de problème. Mais moi, je pense que c'est surtout la solution de facilité de se dire, ils vont jouer en équipe A, il le connaît déjà, il a son groupe. En plus, les mecs, ils partent avec des groupes, c'est-à-dire le mec, il a son groupe. Hein. Voilà, c'est 12 joueurs. Et ils sont tranquilles, ils vont jouer en équipe A là-bas. Voilà, moi, je pense réellement que c'est plus une question de confort et de sécurité que réellement. Parce qu'aujourd'hui, tu t'achètes ta paix. Voilà, exactement. Non, mais c'est ça. Moi, à ce moment-là, le parent s'achète sa paix. Tu sais, j'ai été dans un live Insta, à un moment donné, on me parlait de ça. J'ai dit, écoutez, aujourd'hui, le parent, il ne veut pas être en conflit avec son enfant. Il ne veut pas être en conflit avec son enfant. Cette non-capacité de la gestion du conflit par rapport à ton enfant, parce qu'aujourd'hui, tous les parents, quand tu les écoutes, mon fils, il aime trop le foot. Mon fils, ma fille, il aime trop. Comme si ton fils, il aimait plus le foot qu'un autre enfant. Tu vois ce que je veux dire? Et que ça devient... En fait, tu t'auto-persuades que tu peux pas, même pas le punir de foot. Tu peux pas aller contre cette volonté parce que inconsciemment, tu veux pas te l'avouer en tant que parent, tu as ce but un peu personnel, ce truc de... c'est possible qu'il nous sorte de la Hesse. Tu vois, c'est possible. Donc, on va mettre tout en œuvre, mais c'est inconscient. Ils sont dans un déni extraordinaire. Dans un déni extraordinaire pour te dire que, tu vois, tranquillement. Et là, tu vois, c'est des petits détails. Oui, putain, c'est qui m'appelle comme ça, là, ma mère. Comment ils peuvent m'appeler en plein truc, en plein... En plein speech. Je te jure, j'étais en plein dedans. Non, mais ce que je veux dire vraiment, c'est là où moi, à mon niveau, j'essaie de faire comprendre aux gens que non, pas de problème, on va constater. Mais honnêtement, si tu fais une introspection réelle, si tu veux éduquer ton enfant pour le bien de ton enfant, tu dois être en conflit avec lui à un moment donné. Tu dois même, toi, arrêter de vivre par procuration et te dire que peut-être, putain, il peut. Donc après, tout ton comportement, il tourne autour de ça. C'est-à-dire que tu vois, là où il fait une petite connerie où normalement tu dois taper sur les doigts parce que c'est éducatif, tu vas laisser passer. Donc l'enfant, lui, et là tu pars avec un éducateur. C'est-à-dire l'éducateur, il vient, et lui, c'est ce même éducateur qui aujourd'hui aura presque autant d'importance que le papa ou la maman à la maison, dans ce qu'il va dire. Et je termine sur un truc là-dessus, c'est que là, on parlait tout à l'heure d'éducateur, entraîneur et tout, mais pour moi, le mec, il peut pas s'appeler éducateur. Parce que moi, si je quitte Cachan et je vais à Villejuif, j'emmène pas d'équipe. Je vais entraîner à Villejuif, il y a déjà des licenciés. Mon travail, ça va être de faire progresser l'équipe qui est à Villejuif. C'est pas d'emmener des joueurs que je connais depuis 2 ans et de faire mon équipe. Sinon, je prends pas de licence à Villejuif. J'ai même pas besoin de club, en fait, puisque c'est mon équipe, elle est déjà là. Donc, tu vois, mon travail, c'est de dire, OK, vas-y, je vais à Villejuif maintenant. Bonne continuation à tous. Voilà, vous allez connaître d'autres éducateurs. De toute façon, on a tous connu plein d'éducateurs, plein d'enseignants, plein de profs, plein de... Voilà. Bah là, c'est pareil. Et puis moi, je vais à Villejuif et je vais entraîner Villejuif et je fais ce qu'il y a à Villejuif. Mais après, pour compléter ce que vous disiez, Seb, et même toi, ton histoire à Evian, à l'ETG, moi, j'ai eu des histoires comme des éducateurs, justement, qui sont avec des U10, U12, U14 et qui disent, ils savent qu'il y a un joueur qui, entre guillemets, excuse-moi du terme, mais qui fout la merde. Mais il dit, mais malgré tout, le week-end, il faut que je fasse jouer. Bah ouais. Parce que c'est lui qui me fait gagner le match. Lui, en gros, lui, il peut faire ce qu'il veut. Lui, il finit en retard, il peut pas s'entraîner, il peut pas faire ses lacets ou pas écouter, mais lui, il va être là, mettre mes 4 buts. Histoire. C'est punitif. Histoire. Il y a 10 ans, je vais voir mon petit frère qui entraînait à Suresnes. Tu vois, tu mentionnes Suresnes. Il entraîne à Suresnes les U9 ou U10. Il me montre, lui, c'est une pépite. Franchement, il est super fort. Mais il fout un de ses dawa.
Donc, c'est un petit qui pourrait jouer 2 catégories au-dessus. Quand il fout le dawa la semaine, je l'envoie en D de sa catégorie d'âge. Alors, il martyrise l'autre équipe. Mais voilà, il y avait des rumeurs que la ville voulait garder le gamin dans la ville. Donc, il donnait des logements sociaux à sa mère. Le petit, c'est Eli Wahi. Eli Wahi, à 9 ans, mon frère me le montrait, il me disait un crack, un phénomène, la preuve. Mais il me disait, on essayait de lui, tu sais, de mettre la bonne graine dans sa tête, pas en le pénalisant, mais en étant des éducateurs. Et il disait, il y avait le petit à 9-10 ans, à la tête du club, il rencontrait des obstacles parce que il était déjà une potentielle valeur ajoutée pour le club, c'était déjà un potentiel crack. Et toute sa carrière, sans savoir tirer le vrai du faux, son départ de Caen, son arrivée à Montpellier, ses déboires. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il traîne toujours ce côté un petit peu problématique, au-delà des qualités de joueur qu'il a. C'est obligatoire parce que quand on t'habitue à ne pas respecter les règles, mais à quand même profiter du reste, puisque tu joues, puisque tu fais gagner l'équipe, etc. Mais en fait, dès les premières difficultés, que ce soit au centre ou même chez les pros, en fait, tu peux pas aller vivre comme quelqu'un qui sait ce que c'est une difficulté, que sait ce que c'est une remise en question ou une sanction, puisque tu ne l'as jamais vécu. Puisqu'à chaque fois, comme le dit Ricardo, tu fais gagner le match, donc on te fait jouer. Et ça, c'est un problème. C'est un problème dans ta construction. Encore une fois, qu'on sanctionne l'enfant, il y a différents barèmes de sanctions, mais tu es obligé à un moment donné, parce qu'en plus, le message que tu envoies aux autres, il est trop négatif. Ouais. Parce que tu dis quoi aux autres? C'est-à-dire que le petit qui est moins bon, qui est un peu moins bon, il vient pas à l'entraînement, il joue pas. Comment tu lui expliques que lui, il vient pas à l'entraînement, il fait pas ses lacets, il joue, et toi, sous prétexte que tu as raté un entraînement, tu joues pas. Tu vois? Donc déjà, tu as cette hiérarchie, tu as cette injustice. Tu vois, moi, il y a un truc que... ça, c'est ma conviction à moi. Je reste persuadé que dans le foot, il y a bon éducateur, mauvais, entre guillemets, etc. Mais je pense que la pire chose pour un joueur, c'est l'injustice. Tu vois. Quand je vais prendre l'exemple d'Ancelotti, parce que pour moi, c'est un discours qui est hyper parlant. Ancelotti dit, il n'y a pas de question de vous êtes tous en concurrence. Tout ça, c'est des conneries. Il y a des mecs comme Zlatan quand il est au PSG. Zlatan, il est au-dessus, c'est-à-dire qu'il n'est pas en concurrence avec Gamero. Il est au-dessus de Gamero. Donc, ne me cassez pas la tête à me dire, Zlatan, il fait 2 mauvais matchs. Pourquoi il joue encore? C'est Zlatan, il n'y a pas de concurrence. Voilà, il y a des mecs qui n'ont pas de concurrence. Mais au moins, les choses, elles sont claires. Parce que les entraîneurs qui vont te dire, oh les gars, l'entraînement obligatoire, moi, vous êtes tous les mêmes, j'ai 20 joueurs, j'ai 20 hommes, vous êtes tous sur un pied d'égalité. Déjà, ça n'existe pas. Et en plus, tu mens aux joueurs. Donc, quand tu mens aux joueurs, le joueur, il ne peut pas te le rendre. Il dit, mais il me prend pour un con. Il dit que l'entraînement, c'est obligatoire. Lui, il ne vient pas aux 2 entraînements de la semaine. Il joue samedi. Il l'a appelé, il est convoqué. L'autre, et je te parle de ça, de U11 jusqu'à pro. Lui, il fait semblant d'être... j'ai un peu mal au dos, je vais aller en soins. Mais samedi, il joue. L'entraîneur, il te ment. Quand l'entraîneur, il te ment, à un moment donné, cette injustice-là, elle est très compliquée à gérer pour les autres, en fait. Pas pour le mec qui vit ça, mais pour les autres. Tu sais Ouais, que moi, mais après, il faut faire le distinguo entre la gestion, le management, un manager et encore un éducateur, tu vois. Mais chez les jeunes, tu peux plus te le permettre. Ah non, chez les jeunes, il faut le Voilà. faire. Tu es obligé de le faire. Tu es obligé d'être vraiment strict et ferme avec ça. Et après, il y a une Quel que connaissance. soit le niveau. Hein. Il y a une connaissance de Et en l'être plus, humain. c'est différent. Et au PSG, encore plus. Éducateur, manager, entraîneur, il y a une connaissance. Pour moi, le tronc commun, c'est tu te dois d'avoir une connaissance de l'être humain en fonction de l'âge que tu as en face de toi. Si tous, autant qu'ils sont, je te parle de ces statuts-là, on sait, et moi, nous, on l'a vécu, on l'a tous vécu, et on le vit même encore. Et moi, je le vis à travers mes enfants, cette injustice à l'école. Oublie le foot. Tu vois, pourquoi aujourd'hui, être ma fille, à un moment donné, je vois qu'il y a des injustices. Parce que, tu vois, pour des considérations quelles qu'elles soient, donc, tu vas faire comprendre à l'enfant. Moi, je me bats à l'école de mes enfants. Je dis non, vous n'allez jamais. Moi, je vais punir mon enfant, pas de problème, si c'est l'éducation. Mais lui apprendre que l'injustice, ça veut dire que ça va la dérégler. Et aujourd'hui, si l'entraîneur, l'éducateur ou le manager, il sait comment marche un être humain, aujourd'hui, nous, les joueurs de foot, et c'est trop marrant que tu dis ça, c'est en fait, tout ce que veut qu'un joueur il veut, c'est que l'entraîneur il lui dise les choses en face. Et on en a parlé plusieurs fois. Après, il y a des différents types d'entraîneurs. Il y en a qui n'aiment pas la confrontation, etc. Donc, en fait, il y a une connaissance de l'être humain qui est nécessaire et obligatoire. Obligatoire. Et pour moi, pour Ricardo, pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure,
on est dur avec les éducateurs. Pour moi, c'est une question de formation. Tu peux pas. Moi, si c'est moi qui suis au contrôle, je te donne pas le titre d'éducateur, d'entraîneur. Est-ce que tu veux? Si humainement parlant, tu n'as pas passé un certain nombre de tests. C'est-à-dire que pour moi, j'ai besoin de voir que tu es apte. Après, tu vas faire des erreurs. Tu vas apprendre. Mais il y a un minima à avoir. Si tu veux éviter certaines situations qui vont dégénérer, la maîtrise de soi, tu es au quartier, tu peux pas me donner les parents, ils sont chauds, ils ont faim, ils ont une réalité qui est tout autre. Toi, ils voient à travers leur fils, ils vivent par procuration. Et si toi, tu as la même chaleur, la même, tu vois, excitation que le parent, mais comment moi je vais te taper dessus? C'est toi qui dois gérer. Comme le prof à l'école, il a des petits jeunes qui viennent l'insulter. Le prof, il va pas se mettre à aller marbrer les gens. On fait comment sinon? Dans ce cas-là, le prof va se faire taper dessus, non? Tu vois, on peut pas lui donner le diplôme de professeur. C'est pareil dans les éducations. Le foot, c'est l'opium du peuple. Quoi qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça fait vivre les gens. Ça fait rêver les gens. Donc, il y aura beaucoup d'émotions à travers le football. Et ça commence de plus en plus jeune. Donc, pour moi, après, Yacine, c'est vraiment ton domaine. Moi, je te parle en tant qu'ancien joueur et papa aussi, tu vois. Bassong, DTN de la sélection française. Ah là là, Mais non. DTN du Cameroun. Là, tu parles de l'Afrique. C'est de foot. Et encore, en Afrique, ce sera encore différent parce que nos réalités, elles sont différentes. Non, c'est une nationalité. Là, on va être rentré dans des considérations qui sont encore. C'est beaucoup plus complexe. Mais voilà, moi, c'est mon avis. Et parce qu'on tape beaucoup sur les parents. Mais frère, quand je rentre dans mon quartier et que je vais voir des petits matchs, je dis, tu vois, ça pète de partout. C'est tombé. En plus, ce qui est fou, c'est qu'on a tous plein d'histoires par rapport à ça. Et moi, chaque semaine aussi, j'en entends entre mes beaux-frères, mes cousins qui amènent leurs petits maintenant. Et moi aussi, qui tournent un peu sur les terrains, qui voient un peu ce qui se passe. Waouh, c'est chaud. Mais ça, c'est le sujet d'un autre podcast. Je l'ai entendu il n'y a pas longtemps, mais le glorifying bullshit. Le mettre en avant les comportements de merde. C'est-à-dire que, tu vois, on en entend parler, mais on te le rapporte toujours en rigolant. C'est jamais alarmiste. C'est toujours, oh, truc de ouf. J'ai vu l'arbitre se manger un caillou dans la tête. Tu sais, et we glorify bullshit. Ça veut dire que tout d'un coup, c'était presque marrant. Tu vois, c'était presque banalisé dans le sens où, t'as vu comme c'est chaud chez WAM. Tu vois, c'est un truc où on a grandi de la même manière que, ah ouais, non, moi, j'ai une vieille note. Non, je suis un de ces cancres, moi, tu sais, c'est de la bombe. Tu vois. On a normalisé la normale. Ça devient sociétal. C'est même, tu vois la télé maintenant, comme tu as dit, on glorifie le médiocre. Tu vois, on tend vers la médiocre. C'est ça. Après, bon, là, on digresse un peu. On digresse. Moi, j'avais juste une dernière question pour Yacine, parce que je sais qu'il faut qu'on mette un petit peu des... Mais voilà, Yacine, comme a dit Seb, il a commencé par tes casquettes. On veut finir par tes casquettes, tu vois. Yacine, quand on parle de toi, ah ouais, je connais. C'est Yacine du Club des 5 ou Yacine de Paris United. Après, il y a Yacine l'éducateur pour tous les joueurs que tu as eu. Moi, je t'ai connu en tant qu'éducateur de base. Il y a Yacine Ahmed, l'écrivain. Je vais pas dire qu'il y a Yacine Ahmed, le consultant CNews, parce que voilà. Mais il y a Yacine le papa. C'est quoi dans le meilleur des cas, le poste qui te conviendrait le mieux si tu es dans un monde parfait et que tu peux choisir où tu penses que tu aurais le plus d'impact vis-à-vis de tout ce que tu as vécu ces 47 premières années de ta vie. Tu vois, si on pouvait te donner le poste idéal, j'enlève la famille, bien sûr, parce que subvenir aux besoins des siens, les valeurs, c'est inimaginable. Ouais. Mais voilà, après, ça serait quoi dans le meilleur des mondes? Franchement, moi, ce serait, professionnellement parlant, ce serait un poste, tu vois, un peu de responsable. Ouais, peut-être dans une DTN. Mais tu vois, par exemple, moi, j'ai longtemps pensé à le faire en Algérie. C'est compliqué parce que c'est l'Afrique aussi. Et que, voilà, les réseaux, le copinage, le machin, mais bref. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec mon vécu et tout, c'est ça, c'est mettre en place quelque chose sur le foot, mais pas que sur le foot, c'est-à-dire sur les jeunes en Algérie, à travers le foot, de créer quelque chose parce que je pense que déjà en France, il y a beaucoup de monde et il y a des compétents, qu'en Afrique, il y a besoin de certaines choses, mais je pense aussi qu'en Afrique, il y a un potentiel qui est inexploité, surtout. Tu vois, moi, je vais prendre l'exemple de l'Algérie, parce que c'est vraiment ce que j'ai étudié, c'est mon pays, mais tu vois, en Algérie, il y a le Paradou qui a monté l'académie, un peu avec Guy au début, etc. Malgré tout, tu vois que tu travailles un peu, tu sors des joueurs qui sont pas mal, qui tiennent la route, etc.
Euh, Moi, j'aimerais faire ça, mais à une plus grande échelle, avec une éducation derrière. C'est-à-dire pas former des footballeurs, c'est-à-dire avec le foot, me servir de ça pour évidemment former des footballeurs, mais euh, former des hommes en fait, parce que cette jeunesse en Afrique et en Algérie en particulier, elle est délaissée en fait. Moi, ce que j'aime en fait, c'est travailler avec les jeunes. Tu vois, j'ai entraîné les seniors à Choisy, j'ai kiffé, hein, c'était bien et tout, j'ai rigolé. Mais moi, mon truc, c'est les jeunes. Tu vois, moi, ma vraie fourchette, c'est U13, U16, U17, c'est là où je m'éclate vraiment. Tu vois, le feeling, il passe bien. Très J'ai faux. l'impression d'être dans mon domaine. Je leur apporte des choses. Eux aussi m'apportent des choses parce que cette jeunesse-là, cette fougue, cette truc-là, tu vois, c'est différent. Et malgré tout, tu as aussi ces discussions. Tu vois, quand j'avais les U15 à Chartres, moi, j'aimais bien les déplacements parce que tu as aussi des discussions hors football. Tu vois, c'est pas que le foot. Ok, on est là, on est dans un club, on fait du foot, je suis là pour faire progresser. Mais moi, j'aimais bien parler avec eux. Les réseaux sociaux, leur histoire à l'école, les meufs, voilà, voir comment ils vivaient tout ça, tu vois. Et moi, ce que je veux, c'est plus ça. J'ai ce côté, entre guillemets, éducatif qui ne concerne pas que le foot. Voilà. Se Côté social, servir un du peu foot. aussi, hein, côté social. Voilà, exactement. Lier le social au foot, je pense que je serais vraiment dans mon élément, quoi. Entre 12 et 16 ans, on essaye de construire quelque chose. Alors voilà, après, ceux qui arrivent, ceux qui suivent, ceux qui. Voilà. Et puis, mais vraiment, je pense que c'est. Honnêtement, c'est ouais, je pense que c'est le domaine qui me correspondrait le mieux aujourd'hui, en tout cas. Ok, super. Franchement, Le message est passé. le message est passé. Hein. Franchement, le message est passé. Et allez, mais c'est parce que tu vois, je peux pas finir sans mettre un peu de. C'était obligé, il fallait que je me place. C'est footix. Hein? Le parc avec 6000 personnes, le parc avec les sièges Non, c'est. tout gris là. Ouais, Les mais sièges jaunes. Les musiques des années 2010 là. exact. Vous savez pas avant au parc, il y avait des sièges. Le challenge Tourtel. Ah ouais, tu l'as fait, non? C'est quoi, rouge et quoi? Rouge, bleu et jaune. Ah oui, ah oui. Ah non. T'es en jaune tout en haut là, on voyait rien. Moi, Mais c'était un rouge bien blanchi. Hein. Il était usé. Très usé. En tout cas, non, mais Yacine, tu sais quoi? Tu sais, j'en étais sûr que ça allait se passer comme ça. Comme il a dit Q, il peut y avoir une partie 2. Et sûrement, parce qu'on fait ce qu'on veut, quand même, on est chez nous, c'est on fait ce qu'on veut. Et il y aura peut-être une partie 2 en fonction de la réaction des gens. Mais merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Franchement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? En rapide, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ricky, ça dit quoi ce week-end? EQ, ça dit quoi ce week-end? Yacine, toi d'abord. Non, mais moi, c'est de continuer à kiffer le foot, le vrai. Voilà, d'être heureux avec ma famille et puis que les gens soient heureux. Moi, ce que j'aime, c'est, voilà, quand, tu vois, vite fait, je reviens au foot, mais quand j'ai des gamins que j'ai eu à l'ETG et tout, ou à Cachan, ou à Lusitanos, qui me retrouvent un peu sur les réseaux, qui m'envoient des messages en me disant, ouais, ah, je suis content, je t'ai vu, machin, ouais, je me rappelle trop, c'était mes meilleures années. Voilà, moi, ça suffit à mon bonheur. Ça veut dire que tu sais, t'as fait ce qu'il fallait. Pas football, c'est même pas des mecs qui sont devenus pros. Mais s'ils ont passé les meilleures années avec toi, c'est que toi, t'as fait ce qu'il fallait en tout cas. Donc voilà, moi, c'est ça que je veux. Tu fais des captures d'écran et tu les mets sur Facebook, éducateur Facebook ou pas, non? Regarde pour moi, c'est là. On le voit celle-là aussi. Tu les as impactés. Friandises, ça dit quoi ce week-end? Moi, ce week-end, déplacement sur Strasbourg avec Prime. C'est mon premier match commenté à la Méno, donc retour aux sources, ça va être super contre le Havre. Mais malheureusement, je rate le match de mes 18 ans en Gambarde. Parce qu'on a un match intéressant contre QVI en Gambardella, avec les 18 ans de Versailles. Je vais rater le match et je vais partir à Strasbourg. Donc j'espère que ça va être un week-end productif pour moi et pour mes petits là. Parce que c'est vrai que l'éducateur, ça prend. Hein. Tu vois, c'est au-delà du football. Hein. C'est un kiff. Hein. Moi, franchement, je prends du plaisir à le faire. Après, je ne sais pas si vraiment, comme tu dis, j'aurai la fibre sur le long terme. Mais en tout cas, je prends du plaisir à le faire au quotidien. Ça, ils sont attachants, petits garçons. Attachant, attaché, donc c'est bien. ATL. ATL,
c'est des semaines qui se ressemblent pas mal, qui sont très calmes, qui sont très orientées famille. Moi, comme je vous l'avais dit, mon fils de 13 ans s'est fait les ligaments croisés. Donc, je suis dans un truc où je l'accompagne dans sa rééduque. Le matin, je le lève à 6h, 6h30 du matin. Je l'emmène chez le kiné. Moi, je m'entraîne en même temps. Mais du coup, c'est un truc où, tu vois, on partage un petit peu solidairement la blessure. Il traverse une période un petit peu plus compliquée ou au moins frustrante. Mais on essaie de le transformer en bonne leçon. Donc, du coup, d'une part, je lui montre que je suis avec lui. De deux, je travaille devant lui et on connaît l'importance tu sais, de montrer l'exemple. Hein, que tu sois éducateur, que tu sois papa. Finalement, on est même un peu éducateur à la maison. Donc voilà. Pourquoi pas conclure sur une leçon bien apprise de notre aîné Yacine et puis de mes gars à qui on transmet les valeurs avec passion. En tout cas, voilà pour ce petit. Hein. Non, Ouais. toujours Lui, il a de une force. force. Petit, on va lui parler de meuf, ça va aller. Euh, pour ceux qui ont suivi ça. Ça, c'est vraiment pas son souci, par contre, je vous le dis. Il est dans son élément là. Il est dans son élément, il est bien. Il est toujours bien avec les béquilles, en plus attention seeking, tu vois, tu vois, t'as de l'attention des gens et tout. Faut se jouer avec ses forces. Et puis donc voilà, du côté de London, il se passe quoi ce week-end-là? Il y a beaucoup de foot. Même là, on enregistre, là, on est mardi. Donc demain, il y a de la Première Ligue. Jeudi, il y a de la Première Ligue. Samedi, il y a de la Première Ligue encore, tu vois. Dimanche, ça envoie. Donc on va bouger un peu. Il y a des. Après, il y a la Champions. Et oui, après, il y a la Champions, tu vois, donc Sky. Oh non, vas-y, on bouge et on verra. Donc, sans pression aucune. Et dans tous les cas, Yacine, je voulais juste te dire, franchement, un grand merci. Hein. Un grand merci. Merci à toi. Dans la deuxième partie, si on fait une deuxième partie, bon, j'aurai plus le temps de t'allumer sur les Fennecs un petit peu tranquillement, mais parce qu'en tant que bon Camerounais, quand même, merci. Merci, Blida. Non, mais ça, tu vois ça, Ouais, le faire juste à la fin comme ça, c'est un truc de traître. Mais j'oublie pas. exactement, exactement. Ça serait de traite. C'est tous les mêmes. Hein. Smile, pareil. Lui, pareil. Non, mais fais-le au début. Fallait Il commencer a par fait, il ça. a fait un guet-apens, il sait pas qu'on va aller faire un space. C'est quoi? Yacine, il est fort sur space. Dès que je vois un space avec Yacine, je me connecte, tu vois. Donc, en tout cas, non, mais c'est bien, tu vois, ça pique à la fin. Tu dis, et je veux dire, arrête pas. Ouais, c'est comme ça. On arrive à la canne. Voilà. Il faudra qu'on fasse des trucs sur la T'inquiète, canne. on fera la canne, on sera en direct ou pas, on verra. Mais en tout cas, Yacine, tu sais, les trucs de traite comme ça, chez nous, c'était puni. Tu as raison, parce que Monsieur Raviot, il est très, très, très droit. Tu vois, ballon main-corps très, très droit. Et si on avait fait des trucs de traite, même entre nous, il nous aurait dit Monsieur Fati, Monsieur Bassong, Monsieur Westberg, basket par cas, allez hop, vous tournez. Merci beaucoup, c'était BMC. Et gros shout-out à Louis pour les moyens techniques et audiovisuels mis à notre disposition. Gros big up, c'était BMC. Suivez la génération 86. C'est la marketing. Ouais, On est ensemble. on est ensemble. Suivez la G86, suivez BMC, beaucoup d'amour. Q. One love. Ciao.